Bonjour, ici Francis Picard, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Barres protéinées, barres caféinées, gaufres, drink mix, poudre protéinée, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, t'as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le nacbar.com. Puis parce que NAC est un partenaire du podcast, il t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement puis tu choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo Pas sorti du bois. PASSORTITUBOIS. Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 116e épisode de Pas sorti du bois. Je suis pas avec n'importe qui, je suis avec quelqu'un qui vient d'accomplir un truc assez fou, autant individuellement dans les courses que collectivement, ces trois courses-là ensemble. C'est mythique ce que mon invité a accompli, puis j'ai très hâte qu'il nous présente ce qu'il a fait puis qu'il nous dise surtout comment ça s'est passé. Mais là, je suis déjà rendu trop loin. Francis Picard, bienvenue à Pas sorti du bois. Bonjour, merci, enchanté Yannick. C'est un grand plaisir de te recevoir. Est-ce que c'est ton premier podcast? Oui, c'est la première fois que je passe sur un podcast. Bon, on casse la glace ensemble. Ouais, écoute, avec ce que tu as fait cet été, non seulement l'accomplissement lui-même, je pense qu'il mérite l'attention parce que c'est complètement fou, je te le dis. J'espère pas t'insulter en disant que c'est fou, mais c'est complètement exceptionnel, disons-le comme ça. Mais en plus, j'ai un informateur dans la communauté qui s'appelle, on va l'appeler le Grand Manitou qui Manitou, Yvan Lheureux. Puis là, au début de l'été, il m'a dit, faut que tu parles à ce gars-là. Après son été, faut absolument que tu y jases. Moi, je t'avais déjà sur mon radar quand j'avais su la liste de Québécois qui faisaient ce Triple Crown-là. Mais là, écoute, quand il m'a dit, faut que tu parles à ce gars-là, je vais pas te mettre de pression, mais Yvan t'en a mis. Ouais, quand on avait discuté, quand tu m'avais approché, moi j'avais dit je vais attendre d'avoir terminé pour pas me porter malchance. Je suis super superstitieux sur ces choses-là, alors je suis super content d'être là. Ça signifie que j'ai terminé. Exact. J'ai passé et survécu les 3 courses. Ben, je suis super content de t'avoir. Parlant de superstition, tu vas voir le lien vers où je m'en vais parce qu'avant de commencer à parler de course, souvent on parle de houblon. J'ai su que je sais pas si c'est une superstition, mais dans ta tradition d'avant-course, il y a la veille de la course de la bière. Est-ce que je me trompe? Non, totalement. Il y en a toujours. Raconte-moi ça. Ben ça fait que d'où que ça vient, c'est que j'en prends toujours une ou deux avant chaque course. Et la seule fois que j'ai pas réussi ça a pas donné. J'ai eu mon seul DNF à vie à Ricana. Alors depuis ce temps-là, j'ai toujours conservé cette tradition-là de superstition, le souper d'avant-course, d'aller avec une ou deux bières. Ça l'aide à... Moi, je me dis, c'est des calories qui montent dans le système, c'est des glucides. Alors, ça a été la tradition. Avant chaque course, est-ce qu'il y a... Non, excuse, vas-y. Ah, c'est bon, c'est ça. Ça a toujours été ma tradition d'avant-course. Ok, c'est bon. D'habitude, c'est des questions de nutrition qu'on parle en fin de course, mais accompagné de ces bières-là, c'est quoi ton repas d'avant-course typique? Je mange pas mal n'importe quoi. Je vais souvent avec qu'est-ce qui j'ai envie, parce que je me dis souvent même le repas d'avant. Surtout si on vient en parler plus tard là, dans ces distances-là, la nutrition, c'est vraiment un volet qui est hors du commun, si on peut dire. Là. C'est pas vraiment axé sur beaucoup de... Ben oui, il y a beaucoup de glucides, mais c'est pas l'élément majeur. Je vais souvent j'essaie d'aller sur qu'est-ce qui est cuit pour éviter toute intoxication aussi. Ben ouais, un petit tartare la veille d'une course, c'est peut-être pas recommandé. Non, ni sushi. Parlant de bière, qu'est-ce que tu bois de ton côté? De mon côté, j'ai été avec la brasserie du Bas-Canada pour faire plaisir à mon ami Richard Turgeon qui a ça dans sa cour. Alors, une Barracuda, une Double IPA.
Excellent, ça. Je suis dans la thématique. Un petit oiseau m'avait soufflé à l'oreille que c'est souvent de la double IPA. Moi, j'ai un partenaire pour le podcast qui est Noctem Artisan Brasseur à Québec. Je sais pas si tu connais, si tu as bu de leurs produits. C'est de la bonne bière et c'est de la bonne IPA. Ils sont maîtres dans l'art de la IPA et de la double. Dans ce cas-ci, je suis allé avec je vais essayer de le dire, la Pachacamac. Je sais pas si ça se dit avec un accent ou pas, mais c'est une double IPA aussi de mon côté. Fait que cheers, Francis. Merci d'être là. Cheers. Pareillement, merci. Bon, je tourne autour du pot depuis tantôt, l'accomplissement, les 3 courses. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, peux-tu nous dire ce qu'est le Triple Crown of 200s? Oui, en fait, le Triple Crown of 200, c'est 3 courses de 200 miles et plus. Je vais parler en kilomètres, étant donné que nos auditeurs sont principalement en métrique. Alors, la première, ça a lieu au mois de juin, qui est le lac Tahoe, qui était par le passé le contour complet du lac Tahoe, mais il y a eu un feu en 2021 qui a fait en sorte que c'est un aller-retour maintenant, car il y a une section qui est en restauration pendant plusieurs années, alors qui est inaccessible. Celle-là est de 330 km avec 13 000 mètres de dénivelé. Ça commence bien, c'est une bonne mise en bouche. Ouais, puis surtout, c'est au mois de juin, historiquement, c'était en septembre, il faut se rappeler, Triple Crown, c'était à août, septembre et octobre, mais avec les feux de forêt qui arrivent tout le temps au Lake Tahoe, historiquement, depuis les 2 dernières années, ça avait été annulé par les feux de forêt et non par la COVID, la course du Lake Tahoe. Fait qu'elle est rapportée au mois de juin, ce qui crée d'autres défis, là, elle est beaucoup plus froide. Ben c'est ça, puis on a l'impression de se dire, bon, dans le passé, c'était août, septembre, octobre, fait que c'était 200 miles en 3 mois. Là, c'est 200 miles, on se rajoute un petit mois puis un peu plus de récup dans l'équation. Ça demeure que c'est très rapproché. Ouais. Des 200 000, je veux dire, j'en parlais avec Yvan, je disais, j'ai bien beau avoir fait un 100 000, fait plusieurs 100 kilomètres, je suis pas capable de me wrap my head around, je sais pas c'est quoi l'expression française, c'est pour ça que je suis pas capable de capter, de mettre le doigt sur qu'est-ce que ça représente un 200 000. Là, c'est dans l'enlignée 3. C'est on pourrait y revenir, tu avais déjà fait Moab avant, j'ai vu, mais c'est assez exceptionnel les enlignées comme ça. C'est un défi de course, mais est-ce que c'est un défi aussi de récupération? Ouais, totalement. La récupération, puis aussi le voyagement. On est tous sur la côte est, les Québécois qui l'avons fait que c'est beaucoup de planification de voyage, c'est tout sur la côte ouest. Fait que nécessairement, ça nécessite des vols qui sont longs. En arrivant sur place, il y a beaucoup de voyagements en voiture. Si je prends Lake Tahoe, c'était 2 vols, rendu à Reno, après ça, c'était 3 heures de route. Alors, il y a beaucoup de logistique autour de ça, beaucoup de déplacements. On a été chanceux avec Yvan, tous les voyages qu'on a fait, on a été capable d'avoir des vols directs. On avait surtout l'anxiété de perdre nos bagages, considérant tout ce qui se passait cet été. C'était vraiment notre crainte majeur. Fait que, mais le voyagement, c'est un gros aspect là, qui est pas à négliger là, surtout je dirais c'est qu'est-ce qui rajoute un layer sur la fatigue parce que t'arrives là-bas, t'as déjà du voyagement, t'as le décalage horaire parce qu'on recule. Pour nous, les Québécois, il y a toujours plus tard dans notre système qu'on arrive là-bas. Alors pour ça, après ça, il y avait Bigfoot qui est au mois d'août, qui est autour du Mont Sainte-Hélène, qui est un volcan qui a éclaté il y a quelques années avec la forêt cascade autour, qui est celle-là est un petit peu plus long et de 335 km avec 14 000 mètres de dénivelé. C'est celle qui est la plus montagneuse, si je me trompe pas. Ouais, clairement. Montagneuse et la plus pénible aussi. Autant physiquement, mentalement et tout ce que tu peux imaginer, c'est la pire. Mais les gens avec Bigfoot, qu'est-ce qu'ils ont? C'est ils aiment ou ils détestent. Moi, nous deux, moi, je suis tombé dans le panier de détester. J'étais content de sortir de cet endroit-là. C'est pas courable. C'est que t'es dans un tunnel de forêt pendant un coup tu sors de la section du Mont Sainte-Hélène, tu rentres dans un tunnel de forêt, tu ressors de là et tu rentres en ville avec un demi-marathon puis c'est fini. Avec une petite trotte de 335 km, un mois et demi à peu près après Taos, si je me trompe pas, à presque 2 mois. Ouais, et là, c'est là ton stretch de récup qui doit être le plus serré, c'est que tu fais Bigfoot, elle commence le 13 août, fait qu'elle se termine le 15-16. Ouais, dans ces eaux-là, 15. Et le 7 octobre, donc là, t'as vraiment un genre de 6 semaines, tu tapes Moab, qui
des fois il est écrit Moab 200, mais je pense que c'est pas tout à fait 200 000, hein? Ouais, ben en fait, c'est Moab 240, mais c'est un petit peu plus haut que 240 mètres. C'est 243,8 en fait, le 3,8 étant la piste cyclable pour rentrer à Moab, ce qui donne 390 km en tout. Le côté, quand on les met les trois un à côté de l'autre, la distance est compensée par beaucoup moins de dénivelé. Le dénivelé est autour de 8800. Puis les dénivelés sont beaucoup moins abrupts. Par contre, mentalement puis psychologiquement, il y a des longues stretches où que c'est des lignes droites. Là. Je sais pas comment convertir trop en mètres, mais on a un 60 km, c'est 600 pieds de dénivelé. Fait que tu peux imaginer, c'est une ligne, puis ça tourne pas. C'est vraiment une ligne droite. Tu arrives au coin, tu retournes un autre stretch, puis mais c'est courable. C'est probablement pour les gens qui sont coureurs, c'en est une qui peut être agréable. Oui, agréable. Avec des guillemets. Mais souvent, c'est ça, c'est que je pense que le défi entre un ultra extrêmement montagneux puis il y a un ultra plus roulant, le défi est différent. La durée peut-être sur les jambes est un petit peu moins longue dans le cas de celui qui va être plus roulant. Mais le défi, en tout cas moi, de mon expérience, avoir fait des 50, des 80, autant roulant dans le désert que montagneux au Québec, je trouve pas que c'est plus facile parce que les bouts où tu fais du power hike, c'est pas plus facile sur un ultra montagneux, mais ça demeure que tu changes le mal de place. Puis quand tu as fini de monter, ben tu descends, tu changes le mal de place. T'as un peu un bout de plat, ben tu rechanges le mal de place. Là, dans ce cas-ci, c'est des courses où physiquement tu pourrais les courir d'un bout à l'autre, mais là, c'est 390 km, on peut pas courir d'un bout à l'autre, mais ça demeure que ça doit être frustrant quand même quand t'es hypothéqué, t'es dans des sections qui sont extrêmement roulantes et flattes, là, pas de montagne, puis que t'es pas capable de courir. Là. Ouais, ben c'est un peu ce qui m'est arrivé en 2019. En 2019, quand j'avais fait Moab, premièrement, je savais pas trop ce que je faisais. C'était ma première année d'ultra-marathon. Ça, c'est peut-être un autre processus décisionnel qui est pas vraiment à point chez nous d'aller avec Moab 240 la première année d'ultramarathon, mais j'ai eu comme des mini blessures, là, des tendinites du relevé, un peu ce qui m'est arrivé à Tao, mais qui ont pu être gérées. Mais j'ai marché une grosse partie, ça a fait en sorte que ça m'a pris à peu près 24 heures de plus, versus que cette année à Moab, j'étais correct pour le courir. Ouais. Puis mettre en perspective entre Bigfoot, qui est, comme tu disais, qui est très montagneux, et Moab, j'ai fait à peu près le même temps pour 50 km de plus. C'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment la perspective de la montagne. Fait que t'as bien présenté le tableau de ces trois courses-là. Individuellement, c'est quelque chose que très très peu de coureurs d'ultra vont atteindre, réussir à compléter ce genre de 200 miles-là, hyper complexe, de les enchaîner dans la même saison. C'est quelque chose qui... On aurait l'impression qu'à peu près personne s'essaye et pourtant, Candice, qui est celle qui organise avec une grande équipe, bien sûr, ces trois courses-là, a mis en place le Triple Crown of 200. Et il y a beaucoup de monde quand même qui le font. Combien vous étiez cette année à tenter le Triple Crown? On est autour de 110. C'est quand même beaucoup, mais je pense que ça build up depuis quelques années. De ce que tu vois, c'est 60, 80, 110. Je pense que ça va être appelé à monter. Surtout que sont espacés maintenant. Fait que je pense que ça va donner un peu plus de possibilités aux gens d'être capables de les faire versus avant que c'était condensé. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'essayer. Par contre, cette année, il y a eu un carnage au lac Tao, considérant plusieurs choses. Beaucoup de gens ont eu des problèmes respiratoires. Fait que ça a fait qu'il y a eu beaucoup de coupage là, de DNF là, dès le départ. Là. Non, c'est mais ça. Oui, c'est rendu quelque chose d'assez gros, puis c'est comme une communauté. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a vraiment quelque chose qui se crée autour de ces courses-là. Et il y en a bien d'autres des 200 miles, mais ces trois courses-là sont comme devenus iconiques assez rapidement parce que ça fait pas 20 ans qu'ils sont là, mais je pense que 200 miles is the new 100 miles. On l'a vu un peu partout tapissé sur les médias sociaux. Puis on voit de plus en plus de coureurs, des Québécois, des Québécoises qu'on suit qui à un moment donné ont fait du 100 000 puis ils se disent bon ben j'en veux plus puis on se rend dans du 200 000. Avant qu'on entre dans ces trois courses-là, parce que j'ai le goût qu'on plonge, parce que je suis certain que s'est passé des belles anecdotes. J'aime ça qu'on recule, puis pas juste à ta saison 2019 qui était bien chargée, pas juste à tes débuts en course, mais le sport dans ta vie, ça a commencé comment? Dès la jeunesse, faisais-tu du sport compétitif?
Ouais, ben en fait, moi, ça vient du secondaire. Je faisais du water polo compétitif au niveau national. Fait que j'étais au secondaire en sport-études. Ça vient de là. Par la suite, j'ai un peu laissé le sport de côté jusqu'à il y a 14 ans à peu près, jusqu'à temps je déménage à New York ou que j'ai habité là pendant 3 ans, ou que je voyais des gens courir Central Park, le bord de la Hudson River, et j'ai commencé à courir. Je vais essayer d'aller courir. Fait que j'étais habillé en coton avec des gros souliers Salomon épais de sentier, etc. Puis je me suis mis à courir là, faire des petit à petit. Par la suite encore. C'est toujours peut-être le côté excessif. J'ai décidé de m'inscrire sur un marathon, sur un coup de tête, sans entraînement de marathon, sans avoir même franchi la ligne du demi. Ça n'a pas été une bonne idée. À combien de temps d'avance ce coup de tête-là est arrivé? 3 semaines. Le marathon de... le marathon de... genre 3 mois, qui est déjà excessif. Non, 3 semaines, OK. Ouais, 3 semaines. Fait que ça a été le marathon de Toronto. J'ai dit, je m'essaye. Ça tombait que j'étais dans la ville de Toronto. Fait que c'est pour ça que je me dis, je vais m'essayer. J'avais des rencontres clients. Fait que je dis, je vais en profiter pour mettre ça sur mon voyage. Les pieds ont grandement pas apprécié. Ça a pas été une bonne... Mais j'ai vraiment adoré l'expérience. J'ai refait d'autres marathons par la suite, mais le marathon stand-alone, j'en ai peut-être fait 2 seulement. Après ça, je suis passé au triathlon, au demi-Ironman. Encore là, demi-Ironman, ça a été sur un coup de tête, mais un mois en avance. On allait C'est donné une semaine de plus. Ouais, trouver un vélo. J'adore ça. Ouais, on allait en voyage à Mallorca, puis ça tombait qu'il y avait un demi-Ironman, puis j'avais des amis qui s'étaient inscrits. Je disais, c'est tant qu'à aller regarder, je suis aussi bien m'essayer. J'ai dit, la nage, je suis correct, j'ai déjà couru un marathon, le vélo, puis je peux le faker. Fait que je me suis dit, je vais faker le vélo, je vais me débrouiller, puis après ça, bon, worst case, on marche. Finalement, comment ça s'est passé, ce premier demi-Ironman? Ouais? Le vélo, c'était peur. À Mallorca, c'est comme un endroit mythique en Europe. Là, les équipes de Tour de France s'entraînent là. Il y a énormément de côtes. C'est épeurant quand que t'as pas de bike handling skills. Là. Ça sent le pneu brûlé quand ça descend. Ça sent les freins. Mais bon, passer au travers. T'as pas choisi l'endroit le plus facile pour t'essayer sur le vélo un peu à l'arrache. Là. Non, clairement pas. Je pense que j'avais peut-être embarqué 3-4 fois sur le vélo avant pour l'essayer, etc. Aïe. Oui, puis après ça, quelques Ironman, je pense que j'ai arrêté 9-10. Là. OK, quand même. 9-10 Ironman complet. Là. Ouais, je visais le Legacy, pas la Kona, puis après en revenant sur la route, je me suis dit, ça me tente plus. Trop de logistique. Okay. Parce que je faisais Tremblant, mais je pense qu'il y a une année, peut-être j'en ai fait trop. Là, j'ai fait 4. Fait que c'était beaucoup de voyagements, des montres, un de vélo en hôtel, tout ça. Là, je dis, je suis tanné. Ça prend beaucoup de temps sur la famille, beaucoup de logistique. Puis je me dis, OK. Puis je voyais des amis qui commençaient à aller de plus en plus sur l'ultra, 50, 80, 100. Puis je me dis, ça pourrait être intéressant à essayer. Et sur la route, encore là, en revenant, c'était en 2018, en revenant de Lake Placid, je m'étais inscrit Chute du Diable, qui avait lieu, je pense que c'était en août. Ouais, c'était en août, parce qu'après ça, il y a de quoi qui va se passer très collé par la suite. OK. Je le fais en souliers de route, pas de bâton, 80 km. J'ai combattu les cut-offs, j'ai réussi à le finir. C'est des courses au Québec qui on peut se débrouiller avec un soulier de route. C'est pas optimal. Si c'est sec, on s'en tire. Chute du Diable, je pense qu'il y a aucun moment dans l'année où tu peux t'en tirer que ça. Là. C'est technique, c'est humide par moment. Ça doit être une belle glissade. Là. Ça glissait partout. Je suis revenu, j'avais les fesses et le dos plein de boîtes. C'était horrible. Puis, ce qui était drôle, c'est que dans la semaine d'avant, je m'étais inscrit à la Barkley Fall Classic Lottery. J'avais vu le film. Je disais, je vais m'inscrire dans la loterie pour le fun, parce que semble-t-il que quand tu rentres dans la loterie une année, t'as des chances pour l'année suivante. Pour la Barkley. Ouais, Barkley Fall Classic, qui est une... Toi, t'avais jamais couru en trail, t'as vu le documentaire sur la Barkley, t'as fait, let's go. Ouais, prochain objectif. J'adore ça.
je m'étais dit, ben pour l'année suivante, l'année 2019. Tu te donnais une année, c'est bon. Ouais, c'est ça. Là, je commençais à planifier. Je te taquine. Okay, bonne. J'adore ça. Puis là, j'ai un groupe d'amis online où on a comme un groupe de discussion, un groupe une application. Puis là, tout le monde me dit, ah, check ça, tu vas recevoir la confirmation via la loterie pendant que tu vas courir la chute du diable. Puis je retenais mon inscription à la chute du diable le plus longtemps possible jusqu'à la limite, me dire au cas où. Puis je pense que c'était 2 semaines entre les deux. Okay. Et comme de fait, je fais la boucle du diable, j'ouvre mon téléphone, ça dit welcome, congrats, you're invited to the lottery. Fait que là, je dis OK, je dis à ma conjointe, je suis dans la merde là. Qu'est-ce que je fais? Ça. Fait que là, encore là, bon, je dis je vais y aller. Fait que rien d'organisé, j'ai 1 semaine à peu près pour m'organiser. Fait que ce que j'ai fait, j'ai conduit jusqu'à là-bas, c'était plus facile la logistique. Okay. Fait que faire... Pour ceux qui connaissent moins la Barkley Fall Classic, peux-tu expliquer le rapport entre cette course-là et la mythique Barkley Marathons? Ouais, en gros, c'est on n'a pas conceptuellement, c'est à peu près une boucle. En niveau de difficulté, ce que Laz dit, c'est à peu près le même niveau de difficulté. Par contre, on n'a pas allé chercher les livres, étant donné qu'il y a à peu près 500 personnes sur le parcours. C'est qu'on a un bib, puis à chaque endroit, on se fait puncher notre bib pour prouver qu'on a passé. Mais le parcours est très, très, très peu balisé. Il y a peut-être, même aux intersections critiques, c'est pas balisé. Il y a s'il y a 20 confident mark points sur le parcours, c'est beau, là, sur 50 kilos. Sur 50 kilos. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est une porte d'entrée pour les gens, pour la Barkley, la vraie, celle qui est mythique en avril. Puis le Barkley Fall Classic, c'est quoi? C'est au mois de septembre à chaque année, septembre-octobre. Puis il paraît-il, parce que pour participer à la loterie de la vraie Barkley, on peut pas avoir l'information, faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais paraît-il que aller à la Barkley Fall Classic donne peut-être un indice un peu plus sur le processus de comment se rendre. Ouais, c'est ça. Parmi ceux qui réussissent à terminer, on a quelques indices qui leur permettent d'avoir des cues pour pouvoir appliquer. Puis le gagnant, il y a un golden ticket pour la vraie. Je pense que cette année, il y a un Québécois qui a fini 2e, qui a passé très, très proche, malheureusement. Ouais. Mais bon, je suis confiant qu'éventuellement, il va y avoir un Québécois qui va réussir. Ouais, pas de doute. Ben, Cédric Chavannes, celui qui tu sais, c'est quelqu'un qui, en ce moment, au moment où on se parle, est en train de courir le Backyard Ultra World Championship. C'est un gars qui a très bien fait la première édition de la Backyard à Kakuna. Il avait fini deuxième, le dernier à abandonner avant qu'Éric DL l'emporte. C'est un gars qu'on a vu sur des trails assez extrêmes. Il est allé faire la Chartreuse Ultra Trail en France, qui est une espèce de Barkley française. On l'a vu gagner au Gaspésia 100 000. Il y a plein de Québécoises qui pourraient aller à la Barkley qui pourraient bien faire, mais je pense que Cédric a le profil de coureur, de courses difficiles, autant mentalement que côté terrain. Bref, il avait fini 2e cette année. Ce qui rajoute un défi, c'est ça, c'est que tu t'as pas faut que tu sois capable de t'orienter, puis c'est un parc. Nous, la course, on l'a fait en septembre versus la vraie Barkley, qui est en mars. En septembre, la végétation est immense. Quand tu descends, tu montes Radja, tu descends Tesco, etc., les branches sont en haut de ta tête, c'est horrible. Là. Si on imagine que les coureurs se font arracher la peau au mois de mars, nous on se la fait trancher parce que ça monte jusqu'en haut de la tête. Là. Radja, tu sors de là puis tu sens belle expérience. Fait que Par contre, j'ai vu que t'es retourné l'année d'après. Fait que d'après moi, celui-là est tombé dans la catégorie de j'aime, contrairement à la Bigfoot. Là. Ouais, totalement, c'est ça. Celle-là est vraiment tombée dans le j'aime. Je risque fort d'essayer d'y retourner l'année prochaine. Là. Mais oui. Fait que t'as commencé fort, première saison de trail, fin d'année, chute du diable, 2 semaines après, Barkley Fall Classic. Est-ce qu'à ce moment-là, la piqûre t'a faite? Ah ouais, moi, je mettais mon vélo à vendre quelque part à l'automne, mais finalement, je l'ai gardé parce que à ce moment-là, je me suis pris un entraîneur, puis fortement recommandé. Il dit, puis on avait commencé à parler, tu sais, que je voulais aller sur le 100 miles, etc. Fait qu'on s'était dit, peut-être une bonne idée de le garder pour faire du cross-training. Ça peut toujours aider, là, fait que il m'a convaincu de garder le vélo, mais j'ai presque pas roulé dehors depuis ce moment-là. Avec 2019, après un premier 80 en trail, un premier 50 à la Barkley Fall Classic, t'as fait ton baptême du 100K, du 100 000 et du 240 000 dans la même saison. Ouais. Je me suis dit, ouais.
Ben, mettre en contexte, Moab 240, c'était un Hold My Beer moment avec un de mes amis qu'on s'est inscrit. On était ensemble, on parlait, on dit qu'est-ce qu'on peut trouver quelle distance le plus ridicule qu'on peut faire qui existe en Amérique du Nord. Fait que là, on cherche sur Google, on est sur FaceTime, on se parle. On est le 31 décembre, c'est peut-être aussi pas la meilleure date. Alors on trouve ça. Oui. On trouve ça et on s'inscrit le lendemain matin, le 1er juin. Et lui est un petit peu un peu plus expérimenté. Il y avait 2 saisons de 100 miles. Et finalement, le 1er juin, pas 1er janvier le matin, on s'inscrit. Puis là, je me dis, OK. 10 mois pour monter à 240 mètres. Faut commencer à planifier. Puis là, je commence à regarder comment je peux les aligner, qu'est-ce qui peut fitter. C'est qui cet ami-là qu'on le nomme? Gabe Peterson, c'est un de mes amis de triathlon parce que vu que j'ai habité longtemps, quelques années aux États-Unis, j'ai un gros cercle d'amis américains là, qui ont beaucoup suivi dans le Triple Crown. Quand on va rentrer dans le détail des courses, je vais pouvoir parler plus, là, puis qu'Yvan a pu rencontrer à chacune, puis que ça a créé plein d'amitiés vraiment le fun. Alors c'est ça, on s'est inscrit puis on n'a pas eu le choix de dire, OK, comment qu'on build up de presque 0 à 240 miles en 10 mois, sans se blesser et sans arriver épuisé, puis d'arriver en bonne shape. Ah oui. Puis des alignés quand même. C'est un gars qui avait un profil semblable au tien? Ouais. Il avait un profil semblable au tien dans le sens où il avait fait des ultras, mais là, c'était un gros step pour lui aussi. Fait que vous étiez 2 là-dedans. Lui, il avait fait Leadville, Wasatch, quelques-uns au Utah. OK, quand même. Région. Fait que lui, il avait un petit peu plus de background. Je me suis peut-être laissé influencer par le moment, mais je me suis toujours dit, j'ai toujours comme philosophie, tu sais, aussi bien de les faire là pendant que le corps le permet, que les jambes le permettent, que le physique le permet, puis aussi que j'ai la chance aussi d'avoir une flexibilité énorme au travail. Fait que tout était là pour dire, pourquoi pas. Puis de toute façon, aussi, je me suis toujours dit, worst case, je vais avoir du bon temps, puis je ne finirai pas, puis ça va juste avoir été le fun, puis ça va être un voyage. Donc, toujours été la projet. C'est quand même Ben oui. Mais c'est quand même une logistique qui doit être complexe en termes de, tu sais, je sais, t'as un emploi, t'es fiscaliste que tu me disais tantôt, fait une job qui demande beaucoup de temps, t'as une famille, t'as des enfants, un entraînement qui est imposant. J'ai hâte de savoir comment on s'entraîne pour monter jusqu'à un 200 000, mais il y a l'entraînement qui est imposant. Ça doit être au quotidien, ça doit être une logistique vraiment bien ficelée. Hein. Ouais, la logistique, comme je dis souvent, c'est l'entraînement, je la mets quand quelqu'un me demande comment tu fais pour arriver ton temps d'entraînement. Souvent, je dis, le temps que tu passes sur Netflix, c'est le temps que je passe en entraînement. Et aussi cette réponse-là souvent. Ouais, c'est ça. Puis aussi, j'habite pas trop loin de mon travail, fait que je faisais du run commute le matin et soir, m'en déviant tout le temps par le Mont-Royal, 4 fois semaine au minimum. Fait que j'allais chercher le volume par là. C'est sûr, à la fin, j'étais tanné du Mont-Royal, mais je faisais avec ce que j'avais. Fait que c'est souvent... Puis en même temps, d'être tanné d'une butte ou peu importe, ça reste que ça fait partie de l'entraînement. Moi, je parle souvent de ma recommandation, je suis pas coach, je parle tout, mais quand le monde m'écrit, je leur dis, oubliez pas de vous mettre dans des états mentaux, pas le fun, parce que ça va arriver dans une course. Fait que peut-être que de faire toujours la même boucle sur le Mont-Royal, c'est plate pendant, mais ça a dû payer pour plus tard parce que tu forges ton caractère à trouver du plaisir dans autre chose que l'endroit où t'es, tu sais. Ouais, clairement. Puis, comme tu dis, en forgeant le mental, comme ça. Puis après ça, quand tu arrives dans des beaux paysages que tu connais pas, que tu jamais vu, puis surtout, la majorité de mes courses ont été dans l'ouest, sauf le Vermont. C'est pas du tout le même paysage qu'ici. Fait que t'es comme ébloui par le paysage. Fait que ton down, il arrive beaucoup plus tard. Ouais. Donc, première saison, première vraie saison, t'as eu un ultra, je pense, au Mountain Lakes Backyard Ultra. Ouais. Puis ensuite, t'as enchaîné Vermont. Ouais, Vermont 100, l'année qui a fait très, très chaud en 2019. Le plan d'origine, c'était de faire le 100 miles, mais j'avais pas les temps avec le Chute du Diable, j'avais pas eu le temps suffisant pour me qualifier pour le 100 miles. Fait que j'ai fait le 100 km, ce qui a été une bonne chose en tant que tel parce que ça aurait été un bon jump. Puis le 100, la raison qu'on a été sur le Vermont, c'est que
au point de vue dénivelé par kilomètre, etc., ça donnait une bonne représentation de Moab. Roulant, courable, pas trop technique. Par contre, cette année-là, on a eu énormément de chaleur, ce qui explique que probablement pourquoi j'ai pu monter au niveau à ce ranking-là lors de la course, parce que je pense que c'est exceptionnel. Là. Je pense que ça a été un mode survie. J'ai été au point désespéré par la chaleur. Je pense qu'il y a une photo sur Facebook que j'ai déjà mis où que je me mets la tête dans les paniers où que les chevaux boivent l'eau. Il faut vraiment que tu sois rendu au désespoir et que tu dois vouloir te rafraîchir à tout point quand tu es rendu à faire ça, mais c'était horrible la température. Ouais, je me rappelle 2019, pas que j'étais là, mais tu sais, c'est une année où le Vermont il est dur à suivre, dans le sens que c'est pas une course qui est très médiatisée, mais cette année-là, il y avait Gediminas Grinius, qui est un coureur estonien, et je pense que je dis pas la bonne affaire, mais c'est un coureur européen, disons-le comme ça, qui faisait le Grand Slam of Ultra Running. Puis le Grand Slam, bon, c'est dans la lignée Western, Vermont, Leadville et Wasatch. Fait que les 4 plus vieux 100 000 au monde, en tout cas les plus vieux en ce moment, dans la même saison. Puis il était au Vermont. Fait que tu sais, tu suis ça, c'est un athlète de haut niveau qui est en train de tenter quelque chose d'assez exceptionnel, qui est de battre le record de temps sur ces 4 courses-là. Puis on suivait ça parce que Altra, qui était son partenaire, faisait des vidéos recap de ses courses, puis les images de Vermont, tu vois tout le monde, écoute, là, le désespoir dans les yeux, le monde sont luisants, ils remplissent des bassines de sueur, puis ça avait l'air assez fou comme édition. Là. Ouais, c'était aussi c'est la côte est, fait que t'as l'humidité qui rentre, c'est en juillet, si je me rappelle bien, en juillet, c'est la côte est, tu peux pas avoir plus humide que ça, plus horrible, là. Puis le Vermont, c'est le même climat qu'ici, fait qu'après le Vermont, c'était ton premier 100 000. Ouais, après ça, j'ai fait... encore là, il y a beaucoup de mes réseaux d'amis qui m'ont aidé à aligner les courses parce qu'ils connaissaient plus. J'ai été faire Kodiak 100, qui est probablement peu connu au Québec. C'est un 100 miles qui est à Big Bear Lake. C'est un très gros lac qui est à peu près à 3 heures au nord-est de Los Angeles. Tu rentres vraiment dans les montagnes, tu montes en altitude, tu sens vraiment que tu montes en altitude. Ça aussi, ça a pas été une bonne idée, mais j'avais pas le choix de faire un 100 mètres parce que je voulais avoir une confiance. Puis je me suis dit, ça tombe bien, c'est au mois d'août. Encore là, je me suis dit, worst case, je le finis pas, mais au moins, je vais avoir fait toucher la logistique des drop bags, avoir fait une nuit, gérer l'alimentation, gérer l'inconfort, gérer de rester réveillé 24 heures and up, etc. Mais finalement, l'altitude, j'ai été chanceux, j'ai rien senti à part vraiment la dernière montée qui est Sugarloaf, ça s'appelle, où qu'on monte en haut de 10 000 pieds. Je me rappelle plus exactement, mais c'est une très bonne montée. On monte puis on redescend immédiatement, ou que là, tu la sens. Mais autrement que ça, pas vraiment senti grand-chose, mais c'est si jamais dans les gens qui cherchent un 100 000 en Californie qui est très, très beau, là, ça, c'en est un qui est organisation parfaite, des ravitaux assez fréquents pour quelqu'un qui versus les 200 mètres, on en parlera, où que les ravitaux sont très, très éloignés, mais ça, c'est un 100 mètres qui, à peu près, aux 15-20 kilomètres, tu vas avoir un ravito. Si tu as un crew, les routes croisent les ravitaux, fait que c'est facilement accessible pour les crews, hyper balisé. Je trouve que c'en est une qui est parfait là, pour quelqu'un qui veut s'initier, puis en même temps mettre peut-être des vacances familiales, parce que c'est une région là, à peu près comme Tremblant. Si je peux faire un parallèle, là, c'est une région de montagnes de ski, c'est bourré de montagnes de ski autour, beaucoup de choses pour. Fait que c'en est un qui j'ai été surpris. De services autour. Ouais, clairement. C'est ça. Puis celle-là, c'est une belle course. Je recommande. Tu termines ton premier 100 000 qui, pour bien des gens, est l'accomplissement ultime. Toi, c'est le dernier step de préparation avant de te lancer dans quelque chose qui est 2 fois et demi plus long. Ouais. T'arrives à Moab 2019. Est-ce que tu es en confiance avec le build-up que tu as eu, l'entraînement que tu as eu? Ouais, je suis en confiance. Je pense que tu peux durement être en confiance. Je m'étais dit, le but, c'est d'arriver au start line, pas blessé, reposer, etc. Confiance. Je voyais les coureurs autour de moi. J'avais beaucoup regardé sur Ultra Sign Off.
parce qu'on voit le nombre de gens, le nombre de résultats. Puis moi, j'arrive là, j'ai un résultat sur une cross sign-up, la majorité ont 5, 10. Je dis, OK, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas d'affaires ici. Syndrome de l'imposteur, presque. Mais finalement, Ouais, tu le sentais? Ouais, ben, quand on regarde l'Ultra Sign-Up pour ces courses-là, à un moment donné, il faut que quelqu'un en essaie, mais aussi, je me dis, ouais, sincèrement, oui, je me suis dit, ouais, c'était une bonne idée, mais ça l'était peut-être plus finalement rendu sur place. 10 mois après l'inscription, c'était peut-être moins une bonne idée. Hein. Ouais, clairement. Mais bon, je me suis dit, je suis là, je suis aussi bien d'en profiter. Je dis, le décor, le Utah, c'est sublime. Les roches rouges, les canyons. Je me suis dit, bon, c'est bien d'absorber tout ce que je peux absorber comme paysage, le décor, puis d'y aller with the flow, puis ça prend. Je me suis dit dans la tête, j'ai 113 heures le finir, c'est 113 heures. Je me suis dit dans ma tête, je marche 2 miles à l'heure, ça se fait. Ouais, tout à fait. Parce que le cut-off, c'était à peu près ça. Comment ça s'est passé? Ça a bien été. Nous, on a eu en 2019, quand on fait le parallèle avec 21, 2019, ça a été une année hyper froide. Au point que nos pailles de nos bladders, je sais pas le terme français, étaient gelées de nuit. Là. Nos bouteilles étaient gelées. Il fallait vraiment mettre notre paille sur le corps pour que ça dégèle. Il a fait très, très froid. On avait il fallait mettre des pantalons de nuit, gros puffy. Fait que ça rajoutait vraiment beaucoup de logistique de gestion de chaud-froid versus cette année que j'ai pas mis de manteau une fois. Mais il a fait très, très froid. Puis ça a bien été jusqu'à temps que j'attrape des tendinites du releveur, la même chose qui m'est arrivé à Tao. Là, probablement que c'était l'effet du sous-entraînement, etc. Mais que j'étais pas capable de courir. Il fallait vraiment que je marche tranquillement. Mes pieds ont encore là, c'était le manque d'expérience, mais j'avais pas pensé à prendre des souliers plus gros. Fait que j'ai été avec la même paire de souliers tout le long, pas de souliers au mid-point pour changer plus gros. Fait que chaque pas faisait mal. Déjà à Moab, c'est des roches partout, fait que tes pieds se font détruire. Alors, c'est ça. Fait que j'ai réussi à le finir à 6 heures du cut-off, mais bon, ça reste un finish. J'ai pu vivre l'expérience de 4 nuits au lieu de 3, qui était mon but. Au début, je disais peut-être un 3 nuits, mais bon, à un moment donné, je me suis dit, let it go, puis je vais juste me contenter d'un finish. Je voyais que j'avais assez de temps sur le buffer, sur le cut-off final. Parce que les cut-offs sont assez généreux. Quand tu calcules tes objectifs de course en nuit, ça donne une idée de l'ampleur de la tâche. Là. Ouais, ben t'as pas le choix. Dans ces courses-là, faut que tu découpes en ravito. Tu peux pas dire je pars pour 250. Tu coupes en ravito parce que sinon c'est mind-blowing. Là. Mentalement, tu vas te détruire. Ah, c'est ça. Fait que là, si tu t'amènes Moab, est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà la puce à l'oreille pour le Triple Crown? C'est quelque chose qui est venu en tête assez rapidement? Ouais, ben en fait, 2019, ça c'est octobre. Quand les inscriptions rouvrent en 2020, parce que les loteries rouvrent à peu près, je m'inscris, je dis je vais en refaire un autre, mais je me dis je vais faire Tao. Puis là, je vois passer ça sur Facebook, ça commence à me chicoter, je dis à ma conjointe, je dis ça serait le fun de les faire les 3, tu sais, j'aimais ça, je pense que ça se collerait, je pense que je suis capable. Ben, là, on fait un deal, elle dit, entre elle et moi, elle dit, tu me promets que ça va se faire cette année-là, puis que tu recolleras pas d'autres voyages les années suivantes, parce qu'on s'entend, ça touche dans les vacances familiales, parce que dans ce temps-là, c'était août, septembre. Octobre, moins grave, parce que les enfants sont à l'école. Fait que sans rentrer en conflit, elle dit, OK, c'est beau, vas-y. Puis je m'inscris pour les faire en 2020. 2020, c'est postpone à cause de COVID. Sauf Moab a eu lieu, fait que je suis pas allé. On a quand même été chanceux, les non-résidents américains. Candice a offert l'opportunité de 3 options, soit complètement remboursé ou reporter 2021 ou reporter 2022. Fait que moi, OK, vous aviez 2 ans pour décider. Ouais, c'est ça. On avait comme 3 options. J'ai trouvé ça vraiment nice de sa part. Ce qui était une bonne chose parce que Tao a été annulé aussi en 2021 à cause des feux. Fait que, malheureusement, ça n'aurait pas tombé. Fait que moi, j'avais pas confiance en 2021. On était à peu près quand on a pu prendre les décisions
juin, juillet 2020. Moi, j'avais pas confiance qu'on allait pouvoir voyager en 2021. Fait que je dis en 22, puis je dis c'était pas beau dans ce temps-là. Fait que c'est un bon réflexe. Là. J'ai eu exactement la même réaction quand moi je reportais l'UTMB, la CCC. Il fallait que je repousse, puis à un moment donné, en janvier 2021, alors qu'on est en lockdown complet, il fallait décider si on y allait en août d'après. J'ai fait, hey, on peut y aller jusqu'en 2023, on va reporter un peu parce que les chances étaient très minces, puis regarde, ça s'est avéré ça, parce que, comme tu dis, 2021, il y a eu 2 des 3 courses qui ont eu lieu. Là. Ouais, puis on savait pas où qu'on s'en allait personne. Moi, je me suis toujours dit, quand ça a commencé, quand j'ai quitté le bureau en 2020, moi, je m'étais dit, ça va prendre 2-3 ans. Tu sais, j'étais mindé que cette affaire-là allait durer 2-3 ans. C'était un bon réflexe avec du recul, hein? Ouais. C'était chanceux, c'était peut-être un bête, mais, fait que j'ai reporté en 2022, je me dis, OK, on a 2 ans de plus pour s'organiser, s'entraîner, regarder des vidéos YouTube, lire des blogs, les gens qui ont fait les courses, etc. Fait que, c'est ça que j'ai reporté en 2022. Fait que là, dans ce temps-là, t'as quand même complété le QMT 100 000, la première édition. T'as complété le Bromont Ultra 160. Donc, c'était des expériences qui t'ont permis de remettre du kilomètre dans les jambes, des expériences de course qui ont mené jusqu'à 2022. Ouais, c'est ça. Puis en 2021, je m'étais fait des petits défis personnels. J'ai essayé inspiré par Jean-Philippe Lebeau, faire le petit train du Nord au complet, puis ça a pas fonctionné. Okay. J'ai fait ça. J'ai fait un équivalent d'Everest sur la piste de ski en arrière de l'Université de Montréal. Aussi. Ouais. il y avait rien à faire cette année-là. Fait que je me suis dit, c'est ça. Fait qu'il fallait se créer des défis. T'as-tu d'autres affaires que t'as créées de même? Je trouve ça. Non, c'est vraiment les 2 seuls trucs que je me suis fait durant cette année-là. OK. Fait que là, 2022 arrive. Tao est plus tôt cette année, première édition ou deuxième édition en fait qui est en juin pour les feux de forêt. Comment s'est passé ton Tao 200? Tao 200, je suis arrivé là on était arrivé avec Tao, on était arrivé quelques jours en avance, je sentais bien, les sensations étaient bonnes. On savait qu'il y avait de la neige en montagne, parce qu'au mois de juin, c'est pas tout fondu. Fait qu'on je me sentais bien, les sensations étaient bonnes avant de débuter, puis surtout qu'on avait fait la stratégie d'entraînement, c'était de faire un gros build-up pour Tao, puis après ça, surfer sur le fitness. Ouais. Puis, parce que de toute façon, en 5 semaines, comme tu as dit en introduction, tu peux pas vraiment rien faire de plus autre que te reposer. Ça ressemble à quoi? Est-ce que je recule? Je t'envoie sur Tao, mais je recule. Ça ressemble à quoi ce build-up d'entraînement-là? Spécifiquement, comment tu le travaillais pour aller chercher le volume et tout le reste que tu as besoin pour ce type de défi-là? Ben, ça va surprendre bien des gens, mais sur un 200 miles, pour s'entraîner, c'est pas bien plus qu'un 100 miles, sincèrement, parce que le corps peut juste en prendre une certaine limite. Sinon, tu vas te blesser, te brûler, t'épuiser, tu vas être complètement drainé. Oui, les week-end shocks, qu'est-ce que mon coach me mettait, c'était 3 jours au lieu de 2. C'était le vendredi, samedi, dimanche. Il y avait peut-être là les différences. J'avais beaucoup d'entraînement qui est strength, là, musculation, pour surtout le haut du corps, parce que le poids qu'on doit traîner, tu l'as vécu avec CCC, c'est énorme, là, tout ce que tu dois traîner. Puis ce que j'ai comme douleur de Moab actuellement, c'est le haut du dos puis le cou. Le reste, c'est correct. Là. Fait que, mais beaucoup, il n'y a pas vraiment, outre les week-end shocks, il n'y a pas énormément de différence entre un 100 miles puis un 200 miles. Oui, c'est plus consistant. Les week-end shocks arrivent plus en avance versus un 100 miles. T'en fais un peu plus, mais les gens sont portés à croire, tu dois courir 2 fois par jour, 25 km. Non, le corps, à un moment donné, il y a une capacité d'en prendre, puis on a toutes des vies professionnelles, vie familiale, la limite du temps que tu as. Là. Ben non, c'est ça, exact. Je me doutais que la préparation pour un 200 000 ne peut pas être le double d'un 100 000, mais je trouve ça intéressant la notion de week-end shock un peu plus long, peut-être une fréquence plus rapprochée. Je reviens encore là-dessus sur la récupération. Est-ce que
il y a une préparation qui se fait pour mieux récupérer ou c'est vraiment rendu sur place post-Tao que là, on gère sa propre récupération? Parce qu'on entend souvent des gens qui font des 100 000. Je parlais ce matin avec Julien Yamba, qui est un super coureur au Québec, qui s'est mis sur du très long cette année. Il a fait l'UTCC, puis il me disait qu'il a pris plusieurs semaines avant de sentir qu'il était revenu complètement. Ça y a pris plus que la distance que le temps que t'avais entre Tao puis Bigfoot. Puis moi, pareil, je le sais qu'un 100 000, 2 jours après, 3 jours après, les jambes, tout est beau, mais c'est le reste. Je ressens encore un peu d'effet de la CCC, puis ça fait quasiment 1 mois et demi, même presque 2 mois, sur le physique complet. Là, on parle des 200 miles à intervalle de moins de 2 mois. Comment qu'on récupère? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu fais? Ben, pour Tao, en première, celle-là est un petit peu plus long, considérant j'ai eu 2 tendinites du releveur, là, qui est comme la jonction entre le pied puis le tibia, où que Yvan a eu à sauver ma course à un moment donné. Il m'a fait un taping, ça a fait un effet de botte de ski. Mais à la fin de la course, mes 2 jambes étaient grosses comme mon cou. J'ai des photos de ça. Ça l'a enflé et je pouvais pas courir. Ça m'a pris un bon 2 semaines à pouvoir commencer à courir. Fait que la récupération de Tao à Bigfoot a été un peu plus longue que la normale, mais je dirais c'est plus la fatigue, le manque de sommeil qui est le plus difficile sur ces distances-là. La première semaine, quand je suis revenu à la maison, j'étais sur le divan, ma conjointe me parlait, puis à un moment donné, je ronflais, là. Puis, je m'endormais partout. C'est vraiment, le pire, c'est vraiment ça. On a eu comme running gag après Moab, que tout le monde s'endormait partout. Tu sais, qu'on faisait juste dormir, mais c'est vraiment ça. Le plus difficile, c'est vraiment l'aspect de shutter down le cerveau, puis t'as comme du PTSD la première semaine. Tu te réveilles, là, tu dors dans ton lit, puis tu te réveilles, t'es debout, ok, faut que je parte, mais t'es dans ton lit, là, tu penses vraiment que t'es dans un power nap sur une trail, puis tu venais de faire un dirt nap de 15 minutes, mais non, t'es dans ton lit, dans tes couvertures, tout bien. Mais... Ah, c'est spécial. C'est pas la première fois que j'entends ça. Des gens qui ont fait le tort m'ont raconté ça aussi, que vu que c'est du multijour, ton corps devient comme conditionné. Quand tu dors, c'est pour une très courte durée, puis quand tu te lèves, c'est comme let's go, on part. Puis là... Oui. J'adore ça, le retour. Ben, j'adore ça. Je ris un peu de la situation, mais c'est particulier comment le corps s'adapte rapidement à quelque chose, puis il tombe vite en mode au réveil, on part courir. Ah ouais, c'est clairement ça, parce que quand on dort sur la trail, on n'a pas le temps de reposer le corps, là. C'est vraiment, shutter down le cerveau le plus possible pour donner un break, pour que les hallucinations arrêtent, que tu reprennes un refresh là, de cerveau, là. Il va falloir qu'on revienne tantôt le sujet des hallucinations parce que là, je suppose que c'est arrivé. Lançons-nous dans Tao. La préparation, tu te sentais bien. La course part. On sait qu'il va y avoir pas mal de neige cette année. Comment toi, ta course s'est passée? Dans les 3, toute course d'ultra que j'ai fait, je te dirais, ça a été exécution. Ça a été la course parfaite. Ça a vraiment été ma meilleure course à vie de ce que j'ai fait à date. Je sais pas pourquoi, tout fonctionnait bien. Probablement le fait que c'était frais sur la neige, en venant du Québec, en juin, on n'avait pas encore connu les grosses chaleurs, on était habitué de courir sans neige, on tombait dans les sections de neige, puis j'étais capable de courir sans glisser. Tu voyais vraiment ceux qui étaient les Américains du Sud versus ceux qui étaient habitués sans neige, parce que ceux qui étaient sans neige, on flyait, puis c'était comme si rien n'était. Tout allait bien, l'alimentation, c'était un parcours merveilleux. On voit souvent le lac, fait que c'est vraiment, les paysages sont super beaux, les ravitaux, c'était vraiment parfait. Mettons, si on s'apporte le premier 100 miles, je me tenais peut-être dans les top 10. Juste là, j'y croyais pas, parce qu'à un moment donné, on reçoit beaucoup on a le signal cellulaire, fait que je vérifiais mon téléphone souvent, fait que là, je recevais des notifications. Ah, t'es 6e, 7e. Là, je répondais, OK, arrête de me niaiser, là. Tu sais, je checkais rien. je checkais rien de tout ça. Puis, mais, toute la course, les nuits, c'était très, très froid. T'arrêtais au ravito. Puis c'était probablement ça qui a aidé, parce que t'arrives au ravito, puis t'arrêtes, puis tu te mets tout de suite à grelotter. Fait que c'est quelque chose que tu veux pas tomber, surtout en altitude, avoir
de shivering, des frissons. Ouais. C'est quelque chose que tu veux pas qui arrive. Fait que on part les premières nuits. J'étais avec mon ami qui était avec lui, que je m'étais inscrit à Moab, là, Gabe. C'est là que beaucoup qui ont fait la première ascension, que beaucoup de gens ont eu des abandons. Probablement, l'hypothèse, c'était le pollen, parce qu'au juin, t'as le pollen, t'as l'altitude. Il y avait d'autres théories, mais on embarquait dans cette saison-là. Alors, fait que faut pas oublier que Tao, cette année, c'est un back and forth. Fait que souvent, tu espérais recroiser des gens. Fait que là, moi, je me range au point de l'autre station de ski. C'est 2 stations de ski qui sont le point de départ puis le point de retour, le turnaround. Et là, je croise plus personne. Je croise plus Yvan, je croise plus Gabe, je croise plus Kevin. Je savais qu'on était à peu près... Yvan marche, mais je m'attendais de le croiser. Les autres couraient. Puis c'est là que j'ai appris que ça tombait comme des mouches, tout au même ravito. C'est ça qui était spécial durant cette course-là. Puis les nuits, c'était très, très froid. C'est pas autant que Moab que ce que j'ai connu en 2019, mais mais c'est une course, je dirais, à partir de la nuit 2, je me rappelle vraiment presque plus de rien. C'est vraiment... Ouais, parce que j'ai été capable de le faire sans sentir le besoin de dormir. Mais je me suis toujours dit, je dors quand que je sens que mon corps ballotte. C'est ce que je fais tout le temps. Quand tu marches, tu es en état d'ébriété, c'est là que je me dis, OK, c'est là qu'il faut que je dorme parce que ça peut être dangereux. Je peux vraiment tomber. Les edges, c'est des courses montagneuses, fait que les edges sont assez serrés. Fait que celle-là, j'ai pas vraiment eu ce besoin-là. Par contre... Fait que sur ton 75 heures de course, t'as pu dormir combien de temps, celle-là? 2 fois 15 minutes, puis une fois qu'on m'a forcé. C'est la fois que... Ouais, parce que sur le retour, ce qui est arrivé, c'est qu'avec tous les abandons qu'il y a eu, faut pas oublier que moi, je les faisais solo, les 3 courses. Puis Tao, je me suis ramassé avec un crew de Formule 1 sans le vouloir. Je me suis ramassé avec Yvan, le crew puis pacer de mon ami Gabe, vu que lui avait abandonné. Et non, il y avait 2 pacers. Fait que je me suis ramassé avec 5 personnes qui étaient juste focus sur moi. Il y a mon ami qui était supposé pacer Gabe. Finalement, il m'a pacé pendant 100 km. À partir plusieurs sections, il a fait un 50. Après ça, il a pris une pause pendant que je faisais une section. Mais cette section-là, ça a été je me croyais... C'est là que j'ai eu les plus grosses hallucinations. Tout allait mal. Je m'enfargeais dans tout. Je tombais partout. Et c'est là que le pire de la douleur des 2 tendinites est arrivé. Fait que là, j'ai écrit à mon ami... Je sais même pas comment il a fait pour déchiffrer qu'est-ce que j'ai écrit parce que je suis pas capable de relire moi-même. Là, mais ce que j'ai écrit, je dis je veux le plus gros antidouleur qui se trouve à Lake Tahoe pour continuer à avancer. Fait que là, je finis cette section-là, ça a été pénible. J'arrive, c'est Tahoe City. C'est combien de kilomètres cette section-là? Ça doit être 25. La plupart à Tahoe, c'est des entre 15 et 30 kilomètres. Les sections sont longues. Ben, c'est relatif quand on compare à Moab, mais c'est assez rapproché. Puis c'est très... dans les 3, c'est la plus crew-friendly parce que c'est constamment, tu pars d'un point d'une route, puis tu montes, puis tu reviens, puis tu reviens toucher une route. Fait que le crew peut te suivre facilement. Alors, j'arrive là, je suis complètement... démoli, là. Je pense que j'avais dormi 15-20 minutes en 2 jours et demi. Fait que là, c'est là qu'on m'a forcé le plus longtemps à dormir. J'ai pu dormir au chaud dans un camion. Je me suis fait taper l'équivalent de bottes de ski. J'étais tellement désespéré au niveau de la douleur. J'ai une phobie des aiguilles. Yvan m'a fait de l'acupuncture, mais fallait pas que je voie. Là. J'avais un manteau devant moi, puis fallait que je mange en même temps, puis je savais que ça m'a... J'étais vraiment prêt à tout. Puis sincèrement, probablement que si j'étais pas dans le Triple Crown, au point de la douleur que ça me faisait, j'aurais peut-être dit, OK, pull the plug, là, c'est trop.
Ah ouais. Ouais, il restait 80 km à ce moment-là. Fait que au moins, je repartais avec le pacer avec un autre 80 km, mais un coup qui me fait ça avec le taping, oui, je pouvais pas partir et courir immédiatement. Fallait que je fasse petit pas puis aller progressivement, pogner un rythme. Puis, comme tu disais au début, quand tu peux pas courir, c'est frustrant. Puis c'était une section qui était roulante. Là. On venait de finir la section montagneuse, ça descendait en ville, puis après ça, on avait quelques montées, on était en forêt, puis après ça, on tombait sur les pistes de ski. Fait que c'était relativement courable. C'était frustrant. Mais d'avoir un crew, cette course-là, ça l'a vraiment totalement sauvé. Chose que j'avais jamais vraiment vécu. Je pense, sans ces 5 personnes-là, je pense pas que ça aurait passé au travers. Ben, parce que ils m'ont forcé, ils me forçaient à manger. À la fin, j'avais plus de capacité. Parce qu'il y avait énormément de poussière dans l'air aussi. La gorge totalement irritée. Okay. J'étais plus capable de manger rien de solide. Ça bloquait. Fait que j'étais complètement au liquide. Il y en a certains ravitaux, si je mangeais pas, je me faisais presque engueuler par le crew. Parce que toi, t'abordais ce Triple Crown-là sans aucun crew ni pacer pour aucune des 3 courses. Exactement. Parce que comme Tao, on était un groupe qui le faisait. Fait que ceux qui ont abandonné, ben, ils se sentaient bien. Un coup qu'ils sont descendus de l'altitude, ils se sentaient bien. Fait que, on dit, bon, on va l'aider à finir. Fait que, une chance qu'ils l'ont fait. Parce que, ça a été rough, sinon. Fait que, quand t'as eu fini Tao... Non, excuse, vas-y, continue. Ben, c'est ça. Quand on a fini, quand je suis arrivé, puis le taping a été merveilleux, mais quand quand on a ouvert le tout, les jambes m'ont fait pouf. Puis ça a vraiment fait, ce qui était bizarre, c'est, je suis arrivé au finish, je me suis assis, et ça a comme shut down. J'étais plus capable de me lever. Il a fallu qu'il me traîne sur ses épaules. C'est comme les jambes n'avaient plus aucune connexion au reste du corps. Mais c'était vraiment, au point de vue performance, là, même si performance puis façon de gérer l'alimentation, oui, il y a des choses qui accrochaient, mais je me suis dit, ok, je vois tout le monde qui tombe comme des plumes, etc. Fait que, super cool. Ça partait fort pour le premier de ces 3-là. Ouais, c'est quand même particulier que tu dis c'est la première étape, c'est l'entrée, c'est il en reste long. Est-ce que ça t'a joué mentalement, moralement dans la tête de dire ok, le premier des 3 est extrêmement difficile, puis j'ai même pas le tiers de compléter. Hein. Oui, parce que c'est le plus facile, c'est la plus facile des 3. Moi, je m'étais toujours dit, tu sais, Tao, sur papier, quand tu regardes le dénivelé, c'est quoi? Oui, il y a du dénivelé, mais c'est du up and down, tu sais. Puis c'est des trails qui sont un peu comme QMT, la section où c'est comme des épines de sapin, où c'est très, très mou, c'est confortable de courir là-dessus, c'est comme ça constamment. T'as pas de racines, t'as pas de roches, c'est le Tao Rim Trail, fait que c'est beaucoup utilisé, c'est hyper entretenu, c'est pas un champ de guerre comme Bigfoot, là. Je me suis dit, ok, ouais. ça a été comme ça sur un trail facile, où j'anticipais Bigfoot, pas mal. Puis là, je me suis Comment dit, a été Bigfoot? Bigfoot, la première journée, c'est merveilleux. Quand le paysage, quand tu contournes le mont Sainte-Hélène, tu as des sources d'eau partout pour te rafraîchir, boire. L'eau, t'as même pas besoin de la filtrer parce que ça sort directement des montagnes. Première journée et demie, mettons. Tu te dis, ok, si ça dure comme ça va être un rêve. Là. Oui, tu cours sur des roches volcaniques instables. Faut que tu ailles tranquillement parce que sinon c'est facile à se blesser. Mais le paysage, la première nuit, tu montes t'es en haut des nuages, tu vois vraiment t'es en haut de la couche de nuages, tu dis, ça doit être, wow. C'est sublime. Puis on était un bon groupe qui s'était formé, j'étais chanceux parce qu'on était comme un groupe de 6-7 personnes qu'on est resté ensemble à peu près 2 jours de temps.
ce qu'il faut savoir dans les 200 miles, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'il y a des groupes qui se forment ensemble pour pouvoir souvent, si tu fais plusieurs courses, tu viens connaître du monde, puis ça reste ensemble. En même temps, ça peut être un couteau à deux tranchants parce que ça peut ralentir ou si tu peux aller aussi trop vite, plus haut que ton pace, etc. Mais on était un bon groupe, c'est les 2 premières journées. Où Bigfoot, ça devient brutal et mortel et psychologiquement, où moi j'ai trouvé ça, puis que c'est des trails qui sont pas utilisés. Sont utilisés par des motocross. Fait que des motocross, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça gruge les trails. On en croise un peu, les motocross, qu'on croisait étaient super sympathiques. Là. Ils ralentissaient, ils nous avertissaient, ils nous encourageaient, super sympathiques, mais les trails sont mangés comme si c'était un gros triangle. Fait que tes pieds sont pas stables. Fait que c'est difficile à courir. Puis le concept de switchback en motocross, c'est pas comme qu'est-ce qui est à pied. Eux autres sont motorisés. Fait que c'est switchback en motorisé, ben ça grimpe puis ça c'est beaucoup plus steep. Ce qui explique probablement pourquoi il y a beaucoup plus de dénivelé à Bigfoot. Puis les trails pas entretenus. Ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de sections de route à Bigfoot. On avait quelques sections de route pour relier 2-3 places. Mais après ça, quand on est sorti de la section motocross, c'est des trails, excuse-moi, des trails vraiment pas entretenus, des troncs d'arbres partout. Je pense que Prends ton temps. Ouais. Yvan a compté une section qui avait 300 arbres couchés, puis a arrêté de compter à 300. Fait que ça donne une idée. Tu passes constamment ton temps à enjamber des troncs d'arbres, puis passer en dessous, puis par-dessus, puis ça casse ton rythme complètement. Là. Ouais, puis c'est des arbres de la côte ouest là, où que tu fais ça, puis tu fais pas le contour. Là. Fait que c'est immense, puis des branches arrachées partout, c'est du bushwalking, puis des mouches, puis etc. Fait que c'est là que tu te dis, OK, Bigfoot est vraiment pas le fun, je veux juste sortir de là. Je te dirais, c'est la journée 2, milieu de journée 2 à 3, là, c'est comme ça te draine mentalement, t'avances pas, tu t'enfarges partout, tu penses que tu t'attrapes un rythme de course, un arbre couché, bon, tu passes par-dessus, ton sac reste pogné dans une branche, etc. Fait que tu réussis pas à pogner... c'est un peu la partie frustrante. C'était-tu un peu plus proche de ce qu'on connaît au Québec, dans le sens où tu sais des sentiers extrêmement techniques, mais tu sais, quand c'est une portion de 10 km dans une course, c'est frustrant, mais ça dure 10 km. Là, tu vois, c'est des centaines de kilomètres de quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on peut voir, que ce soit au QMT ou ailleurs. Ouais. Ben, moi, c'est ce que je m'étais fait en tête que Bigfoot, c'est un mix d'Arikana puis Mestashibo après un bombardement puis un orage. Fait que c'est à peu près ça. Puis ça a été à peu près un équivalent de ça, mais qui dure 200 km. Fait que, puis tu rajoutes des maringouins, mais des maringouins qui trempent. On avait fallait suggérer de porter des filets, puis qui tremperaient, puis le jour il faisait très chaud, les cours d'eau étaient pas super pour ça rafraîchir versus quand on était sur la partie de montagne où c'était vraiment l'eau était sublime. Je pense que j'ai eu un craving du goût de l'eau qui coulait du Mont-Sainte-Hélène pendant 4 jours. J'espérais retrouver ce goût-là pendant 4 jours parce que c'était de l'eau pure. Puis là, c'était de l'eau qu'il fallait on ramassait dans la rivière, filtrer, puis pas la même chose. Troisième nuit, on a 3 traverses de rivières assez massives, là, des rivières à bon courant. On était encore un bon groupe, mais ça a fait... À chaque fois qu'on arrivait à une de ces rivières-là, on s'assoyait dedans parce que ça faisait tellement du bien aux jambes. On venait à avoir une sensation qu'on sentait plus nos jambes après 3 minutes. Là. Fait qu'on était la dernière nuit, on savait que c'était notre dernière nuit qu'on passait. Mais c'est une course aussi, il faut que tu sois préparé à avoir les pieds mouillés. Ouais, c'est ça. Les trucs pour empêcher les ampoules, le chafing, les bas-orteils, peu importe quoi vos trucs, là, quand t'as besoin, quand tu sais que tu vas avoir les pieds détrempés tout le long d'une course,
t'es mieux de t'atteler parce que ça peut être longtemps. Là. Ah ouais, clairement. Puis celle-là, à chaque jour, t'as les pieds mouillés. T'as des traverses de rivières à chaque jour. Puis c'est pas des rivières que tu peux dire, je vais sauter de roche à roche. C'est des rivières de 15, à peu près comme celles qu'on traverse à Québec Mégatrail avec le petit bateau, mais qui se traverse qui se traverse de façon sécuritaire. OK. Fait que là, on s'assoit là-dedans, puis là, quand tu même, relaxes. Ouais, c'est des bonnes traverses. Fait que c'est sûr que t'as les pieds mouillés. Une petite anecdote sur Bigfoot qu'on a eu pour parler, venir aux hallucinations qu'on a eues. J'ai couru avec un gars, puis après ça, on a essayé de valider sur le groupe Facebook, puis qu'il y a personne qui a eu, mais les deux, on a eu la même hallucination. Il y a un terrain de camping qu'on fait le contour à un moment donné, qui emmène avec des chutes avant de sortir de la forêt. Les deux, on a vu un gros feu, un méga gros feu là, en dessous de sapins. C'était des gens qui se faisaient cuire de la nourriture dans le feu. Et finalement, il pointe sur Gaia, l'application, parce qu'il faut savoir qu'on est obligé d'avoir l'application Gaia avec le fichier GPX au cas où on se perde. Parce que c'est très minimalement balisé, les courses de plus en plus. Là, elle avait dit cette année qu'il voulait couper en faire moins. On marque ça, puis finalement, on vérifie sur Facebook quelques jours après. Tous les gens qui étaient juste en arrière de nous, personne n'avait vu le feu, mais nous, on a été pendant 3-4 heures à discuter de tout ça dans notre tête. On était les deux personnes ensemble, on se faisait un plan de sortie si le feu éclatait dans la forêt, ce qu'il fallait faire. Comment se sauver, trouver un lac. OK, c'est ce niveau de feu-là, là. C'est un feu de la Saint-Jean. Ah ouais. Vous autres, vous avez imaginé, halluciné la même affaire. C'est malade, ça. C'était vraiment weird, là. Les deux, on a vraiment... Mais après discussion, avec des gens, on s'est dit, de cet aspect-là, des hallucinations communes, on s'est, semble-t-il, juste une personne met le mot dans la discussion, puis l'autre, vu que nos cerveaux sont au ralenti, on vient à le voir, mais on a eu l'air de deux comiques sur la page Facebook après de demander si on avait été seuls. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, c'est qu'on entend parler des gens qui ont des hallucinations sur des nuits. Tu sais, des fois, c'est des hallucinations, comment dire, c'est des choses que tu vois, des formes que tu sais que c'est pas ça. Moi, je raconte tout le temps mon histoire de beluga pendant Ricana parce qu'à un moment donné, il y avait une roche qui sortait, une roche blanche à travers toutes des roches dans la montée de la montagne noire. C'est une tête de beluga. Mais quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, fuck, il y a un beluga dans le sentier. Je me suis dit, hey, c'est drôle. J'ai tout de suite allumé. Hey, ça ressemble d'un beluga dans le sentier. Probablement que j'y retournerais puis je trouve pas que ça ressemble à ça, mais c'est des ombres, des formes qui font penser à quelque chose. Sur du 200 000, on a entendu toutes les histoires possibles, puis Courtney DeWalter, qui en a fait plusieurs, a été très vocale sur ses hallucinations, des pianistes perchés dans les arbres, puis j'ai hâte qu'on tombe là-dessus. Je vais te laisser terminer ton récit Bigfoot, Moab, mais ça, c'est ce qui me fait capoter, c'est que c'est pas des ombres qui ont la forme de quelque chose qui nous ressemble, c'est complètement une création 100% du cerveau. C'est assez exceptionnel. C'est hallucinant. C'est comme une sensation. Littéralement. Ouais, c'est ça. Alors, c'est ça. Bigfoot, pour revenir à Bigfoot, c'est ça. Continue. Ça s'est fait après ça correctement jusqu'à la fin. J'ai été chanceux, celle-là. J'anticipais certaines douleurs. Comme je disais au début, là, la trail qui était tout croche, j'ai eu des problèmes un peu aux bandelettes, mais overall, ça a bien été. Je dirais probablement, ça a été moi, c'est celle que je retournerai jamais. C'est vraiment... je sais que je vais me faire des ennemis, je sais qu'il y a des gens qui l'ont adoré au Québec, qui l'ont fait. C'était leur préféré, mais c'en est une qui est mentalement tough. C'est tu rentres dans un tunnel puis tu sors de là après 3 jours. Mais quand tu es au sommet, tu as des belles prises. La vue est superbe. Les ravitaux sont assez rapprochés dans celle-là versus quand on va tomber à Moab. Mais c'en est pas une aussi qui est crew-friendly. Aussi, faut, si mettons quelqu'un veut la faire, puis qu'il a l'idée d'avoir un crew, je pense avoir lu, si un crew veut suivre son coureur à chaque ravito, ils vont parcourir à peu près 800 miles de distance, parce que c'est tellement remote. Aïe.
Ouais, remote. Il y avait un autre Québécois qui était là, Stéphane Girard, qui l'a fait avec nous. Son crew ont eu une panne, pas une panne, un bris de voiture parce que ça fait que c'est très tricky là pour être un crew parce que t'as pas de signal cellulaire nulle part, etc. Donc, mais encore là aussi, on était quelques Québécois là-bas aussi. Surprenamment, on envoyait à chacun. Vous étiez quelques-uns sur le Triple Crown, mais en plus, à chacune de ces courses-là, il y avait des Québécois qui venaient participer. Fait que ça devait être le fun aussi de se retrouver puis de découvrir des gens qui viennent du même coin que nous, qui font les mêmes folies. Là. Ouais, c'est ça, clairement. Fait que ta récup de Bigfoot versus celle de Tao, comment tu les comparerais? Celle entre Bigfoot et Moab a été plus facile étant donné que je suis sorti de Bigfoot sans avoir une douleur. Versus Tao, comme la tendinite, j'ai pas eu le choix de comme la laisser passer. J'ai eu des traitements de physio, mais Bigfoot, je dirais peut-être une semaine après, j'avais recommencé à courir tranquillement. J'avais fait un petit peu de vélo, juste faire bouger le corps pour pas rester inactif. Mais à peu près une semaine après, on a fait tranquillement, on a fait une fin de semaine, 3 grosses journées, puis après ça, taper, puis on est allé. Fait que le corps était vraiment plus correct. Puis les sensations étaient mieux, je me sentais mieux entre Bigfoot et Moab, mais je suis certain que c'est par rapport, j'avais pas eu la blessure, vu que j'avais eu la chance de recommencer plus rapidement qu'entre Tao et Bigfoot, où j'avais une semaine et demie, 2 semaines, je pouvais juste rien faire. Comme j'écrivais à mon coach, je dis, après le week-end choc qu'on a fait, j'ai dit, je me sens, les jambes sont prêtes, là. Je me sens vraiment, si je pouvais partir là, je le ferais là. Puis là, c'était-tu l'hypothèse? C'est bon signe. Ouais, ben c'est ça. C'était-tu l'hypothèse vu que j'en avais 2 dans les jambes, ou on avait bien géré la récupération, ou le fait que je suis pas blessé puis ça avait optimisé la récupération, ou l'adrénaline de savoir que il en restait une. La plus longue, mais le 2/3 était fait, là. C'est ça, c'est que t'as plus quasiment 700 km de course de fête sur ton c'est quasiment 1050 km. C'était combien les trois ensemble? Mais il te reste encore quand même 380 la plus grosse. 90 km à faire. Ouais, la plus grosse, mais en même temps... Mais t'arrivais en terrain inconnu. Ouais, c'est ça, exactement. Je savais qu'est-ce que c'était. Je savais que c'était courable. Comme tu dis, j'arrivais en terrain inconnu. Malgré qu'en 2019, je me rappelle plus rien de la journée 2 et suivante. Fait que là, cette année, j'ai fait différent. Là, cette année, je me rappelle de tout. J'étais super content mais cette année, c'était ça mon objectif pour moi. C'était de dire, OK, j'aimerais m'en rappeler parce que je sais pas si je vais le refaire, peut-être, là, mais probablement. Mais je voulais vraiment m'en rappeler. Oui, ça crée une dépendance, ces distances-là. Alors, oui, c'est ça, hein. Mais je pense que les gens qui se mettent à jurer que par ces courses-là, c'est instantané. Un peu comme les gens qui se mettent à faire des coureurs de route, des coureuses de route qui se mettent à la trail. Souvent, c'est un déclic automatique de wow, la piqûre est faite, puis les gens se mettent à être des coureurs, des coureuses de sentier. Mais j'ai l'impression que les gens qui découvrent le 200 000, il y a une piqûre semblable qui se fait. Puis on pourrait revenir quand on parlera de ce qui s'en vient pour toi dans le futur, mais il semble avoir ça. Ouais. Quand tu découvres ce type d'effort-là, ce type de multi-jours-là, il y a une piqûre qui se fait, puis on veut y retourner. Hein. Ouais, c'est clair, les nuits 2 et 3, on se le cachera pas, tu t'engueules toi-même, tu te dis c'est quoi cette décision de poche-là, puis plus jamais, t'es épais, tu t'insultes, mais ça fait partie de la mauvaise passe que t'es en train de vivre, là, mais oui. Alors. Donc là, Moab, t'arrives là avec le sentiment de il m'en reste une sur 3, mais il m'en reste toute une. Ouais. Comment tu te sentais au départ physiquement? Tu te sentais d'attaque? Ouais, beaucoup plus que les autres. Comme je disais, je me sentais prêt 2 semaines avant, même en même temps, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, OK, je suis trop prêt en avance, mais est-ce que me disant, bon, je veux juste être plus reposé, puis je pense que ça a été un gros plus parce qu'on s'entend rendu là, tu peux plus ajouter d'entraînement, faut t'arrives là le plus reposé possible parce que tu peux rien gagner en 5 semaines, tu peux juste te nuire.
Fait que j'ai profité de ces 2 semaines-là avant d'arriver à la course de banquer du sommeil le plus possible, même si c'est psychologiquement, c'est psychologique, ce concept-là, là, tu peux pas banquer du sommeil, mais d'arriver le plus reposé. Fait que, c'est ça, on prend le départ la journée. On savait que on voyait les quelques jours avant la météo, là, ça montait. Là, qu'on s'en allait pas sur une 2019, puis je pense que c'était en 2018, il y avait un autre Québécois avec nous, Sean McDonough, qui était avec nous, qui lui avait connu l'année qu'il y avait eu de la neige. Fait qu'on s'enlignait vraiment pas sur une édition comme ça. On voyait les forecasts 27, 28. Puis ça, c'est la ville. Fait que dans les canyons, dans le trou, en bas, on s'attend à ça. Fait la première journée, ça va super bien. J'arrive au premier... je suis les ravitaux. J'arrive au premier... Puis à Montréal, il faut garder en tête, là, les ravitaux sont très espacés. Là. On parle d'un marathon, 27 miles, 22 miles. Ça frôle les marathons, là, les ravitaux. Il y a des chutes d'eau à certains points. Ils mettent des barils d'eau pour se refler, puis tu peux pas... Moi, semble-t-il, tu peux te refiler de l'eau, les creeks qui coulent, mais moi, j'ai pas le courage, même avec mes filtres, là. C'est bourré de ferme autour, c'est des ranchs. Moi, je touche pas à ce taux-là. Puis ça reste que du multijour, tu sais. En tout cas, pour avoir parlé à plusieurs coureurs, pour l'avoir fait moi aussi, des fois dans une course, quand t'as soif, puis c'est la seule option, c'est de boire dans ce qui est là. Même si t'as pas ton filtre, tu te dis, je suis sur un 80 kilos, je suis sur un 100 kilos, un 100 000. Le moment où le potentiel va kicker in, je serai plus dans la course. C'est niaiseux, faites pas ça, tout le monde, traînez-vous des filtres, même les longues courses, quand vous avez des longs stretches. Moi, à Ricana, je te confirme que quand je vais faire le 125 l'an prochain, je vais me traîner avec un filtre. C'est un backup, c'est pas beaucoup de poids, c'est là. Mais on l'a tout déjà fait quand même de faire, au pire, je serais malade demain, ma course va être finie. Là, sur un 200 000, tu peux pas faire ça. Tu t'enlignes sur 3-4 jours d'effort. Fait que ce que tu fais la première journée a un impact encore sur ta course 3 jours plus tard. Fait que ton 48 heures de fenêtre d'infection, il est dans ta course. Hein. Ouais, puis clairement, puis la vie va faire en sorte que tu vas être malade quand tu vas venir juste venir tu vas être en plein milieu entre 2 ravitaux. Fait que t'es aussi bien de filtrer, mais dans l'eau, quand tu vois que ça fait miroir avec des couleurs dedans, tu dis, peut-être pas toucher à ça. Mais Moab, c'est ça le défi. T'as des longues stretches. Fait que première nuit, la première journée, il a fait chaud. Je pense que j'ai peut-être été un peu too hot. Là. J'ai peut-être été un petit peu trop vite. Première nuit, j'arrive à un ravito. Il est devant moi à 200 mètres. Ma montre à bip fait dire je suis au ravito. Je sais pas quel brain fog que j'ai eu, mais j'ai tourné à droite, je suis continué comme si... Je sais pas qu'est-ce qui c'est sans réponse sur ça. J'ai continué, j'ai comme dit la merde, je vais pas ouvrir ravito, je sais pas pourquoi. Puis à un moment donné, je réalise, il y a des coureurs autour de moi, je dis le ravito, il est-tu proche? Je dis, mais ça, ma montre a bipé il y a pas longtemps. C'est comme si je reviens à conscience. Il dit, on vient de le quitter. Puis là, je réalise, je dis, shit, j'ai gelé. Fait que là, il a fallu que je revienne. Tu l'avais comme skippé? Ouais, je l'avais vraiment skippé. Je sais vraiment pas que, il était facile, il était éclairé. Puis, je savais qu'il était là parce que je m'en rappelais de ce que j'avais fait. Fait que là, j'arrive au ravito, je commence à manger. Il y a rien qui rentre parce que je venais de sortir de la section de 28 miles, fait que 48 km, à peu près 48 km, la longue stretch qu'on venait de faire au soleil tapant, puis il y a pas de, t'es toujours à découvert là, à Moab, t'as pas de boue, t'es en dessous de l'ombre pour te rafraîchir. Je commence à manger des patates pilées, ça bloque. J'ai été vraiment malade. C'est tout le liquide que j'ai eu, excusez si vous mangez, mais tout. J'ai eu un habitué, c'est souvent partie des récits, hein. Mais j'arrive, je m'assois à côté de l'infirmier, je dis là je me sens comme neuf, là, vraiment bien. Je pense que j'étais arrivé puis je me sentais comme gonflé, rempli. Fait que ça j'ai perdu beaucoup de temps premièrement à cause du 3 miles in, 3 miles à revenir, plus le temps là. Fait que, mais ça a été
je m'étais cogné partout cette nuit-là. Je m'étais fait un plan de course avec temps de passage. Je disais, de la merde là pour ce plan-là. Je vais juste suivre, finir. Puis je me dis, ça tombe déjà mal. Première nuit, tout va mal. Pas capable d'absorber, garder mes liquides, garder de la bouffe. Mais après ça, on continue les distances. On s'enligne, on descend sur la longue vallée où on arrive après ça à la première montée qui s'appelle Shea Mountain, qui est comme une section qui est utilisée par personne. Je pense que c'est une trail qui a été faite pour la course. Ceux qui ont balisé la course ont juste écrasé les plantes puis ont fait une trail là. C'est vraiment pénible. J'étais content de le faire cette année de jour. Quand je l'avais fait en 2019, ça avait été de nuit où j'avais rien vu. Puis surtout cette année, je voulais vraiment essayer de le faire de jour parce qu'elle nous avait avisé qu'il allait y avoir beaucoup moins de balisage. Puis il y en a eu beaucoup moins, beaucoup de sections où que le balisage sur les lignes très droites, là, comme je disais au début, où qu'on a des longues stretches, puis tu avais 5 marqueurs en ligne, mais tu arrivais à des places en montagne où ça partait de tous les bords, où qu'il y avait eu un wash de rivière, puis que tout était arraché, il n'y avait rien de balisé. C'était un peu inconsistant cette année, là, mais il faut garder en tête que c'est différentes équipes qui balisent, fait qu'ils n'ont pas toutes les mêmes façons de baliser. Et là, on arrive, je fais la deuxième nuit, je rencontre l'autre Québécois, Eric McGee, qui a réussi le Triple Crown aussi. On est les deux à l'avoir réussi. Et là, on croise quelqu'un en détresse, on peut dire, qui tournait en rond autour de son parcours. Je pense que c'était son premier 200 000. Le gars, ça fait à peu près 40 minutes qu'il tournait en rond, il a retrouvé plus son chemin. Fait qu'on se dit, colle avec nous. Puis on a fait l'autre section pour s'arriver le lendemain matin. Puis on lui dit, OK, c'est ton premier 200 000, essaye de nuit de te coller à du monde parce que ça va être de pire en pire. Ouais. Là. Les nuits vont être de plus en plus dures, etc. Fait, après ça, on tombait dans la section un peu facile, si je peux dire, de Moab, là, quand on regarde le dénivelé profil où ça descend, ça fait une boucle jusqu'à temps que ça se mette à monter. Très, très, très chaud. C'était indécent. Ben, pas indécent, mais je veux dire, c'était tough. Au moins, c'était pas humide. C'était vraiment une fournaise. Les gens arrivaient au ravito complètement passed out, démolis, cherchaient de la glace. Au moins, ils ont ajusté ce volet-là. Il n'y avait pas de glace. Il n'était pas supposé avoir de la glace, mais finalement, ils en ont mis. Après ça, on embarque, on continue différentes sections. On arrive, comme je disais au début, la section qui est 50-60 km où c'est une ligne droite. Là. C'est vraiment, tu contournes les roches ou qu'on croise des campements, ben, pas des campements, mais des roches où que des gens vivent. Là, ouais, il y a beaucoup de campements qu'on croise de Mormons polygamistes. Ils ont leur maison construite à même les roches, ils vivent là. Je sais pas comment ils font pour vivre dans cette chaleur-là. Mais bon, il y a plusieurs sections comme ça qu'on croise. Après ça, on vit. Ouais. C'est spécial pour nous. C'est complètement... la première fois, je pense, ça fait 116 épisodes, il y aura pas de nouvelle affaire. Et là, on parle de mormons polygamistes qui vivent dans des roches. J'adore ça. Bon, on est au Utah, fait que ça vient avec. C'est probablement une des seules places en Amérique où on peut trouver ça, ce type de personne, de mode de vie là. Après ça, on arrive. On rejoint la civilisation, si je peux dire, parce qu'on croise une grosse autoroute où là, je crois, parce que j'avais des amis qui on était, gardez en tête, il y a un de mes amis qui faisait la course ou qui avait un pacer, puis on a des amis communs et ils ont fait pile ou face savoir qui allait pacer, parce qu'on était à peu près le même rythme, même niveau de force. Fait qu'ils ont fait un pile face, fait qu'on commence à les croiser parce que à Moab, il y a une grosse section que tu vois pas ton crew. Je pense que c'est une section de 70 miles où tu es vraiment on your own. Là. Pas de drop bag, pas de crew, pas de pacer. Fait que je pense que c'est vraiment un bout qui
comme tough pour pas mal de gens, là, 70 miles, là, où t'as rien, là. T'es dépendant des ravitaux. Faut peut-être en autonomie d'eau pour le 70 miles? Non, t'as les ravitaux, mais t'as pas de drop bag. Fait que t'as pas de drop bag, Ok, tu je vois pas ton comprends. crew. T'as des ravitaux, mais je comprends. Fait que je sais que c'est pour certains, tu sais, ben, j'ai compris. C'est le fun de voir ton crew, d'avoir un drop bag parce que tu peux te mettre des choses que t'auras pas, tu sais, ça te donne un why pour continuer. Tu te craves. Comme moi, je me mets des cafés glacés Starbucks, puis je cale ça avec de la glace, puis à un moment donné, mon cerveau dit, OK, t'approches, tu vas avoir ça dans pas long, là. Puis ça te donne un boost à continuer. Mais à partir de cette section-là, tu commences à voir ça revient, là. Tu reviens à la civilisation parce que t'es sorti du désert, si je peux dire, puis là, tu t'en vas en montagne. Après cette section-là, c'est la grosse montée, là, où on monte en altitude, qui est connue, là, l'année que David Goggins a été malade en altitude et il est revenu. Autre histoire, ça. Mais, c'est une section assez difficile parce que en haut, t'es complètement, on passe beaucoup à ras de montagne, fait qu'on se fait frapper par les vents, etc. On monte je pense, à 11 000 pieds. Puis les sections sont longues parce que nécessairement pour faire des ravitaux dans ces sections-là, c'est plus difficile. Fait qu'on part du dernier ravito, qui s'appelle Pole Canyon jusqu'à Geyser Pass. Cette section-là, c'est là que tu es à peu près à 10 000 mètres pour 18 miles, c'est 28 km. 28 km à peu près. Fait que t'es 28 km en altitude que tu te promènes entre 9 000 puis 10 000 pieds. Mais le sentier... Ouais, mais le sentier est super beau. En 2019, je l'avais fait de jour, la vue, complète, comme je disais, tu étais à ras de montagne, fait que tu as la vue complètement sur la vallée de Moab. Puis là, tu peux voir d'où tu étais arrivé, parce que les deux grosses montagnes sont l'une en avant de l'autre. Tu as la Sal Mountains et Shea Mountains qui sont aux deux points opposés dans la vallée de Moab. Fait que là, tu réalises, t'as comme un moment de conscience, tu dis, hey, j'étais là. Fait que là, tu dis, j'ai tout fait ça. Puis t'as comme un moment de conscience que t'as dit, c'est une pas pire distance. Et là, on fait cette section-là. C'est là que les hallucinations sont pas pires dans cette section-là, parce que là, tu reviens en forêt. Ton cerveau, comme on est en désert, on monte en montagne, puis là, tu revois des arbres. C'est ce qui est vraiment bizarre. On pourra en parler plus tard pour les hallucinations, mais j'ai vraiment eu une hallucination vraiment bizarre à ce moment-là. Par rapport à tout ce qui est les feuilles par terre. Juste brancher mon chargeur. Par rapport... oui, prends ton temps. Par rapport aux petites feuilles jaunes qu'on... Allô? Oh, je t'ai perdu, Francis. Je sais pas si toi tu m'entends, mais... Ah, shit. Oh. Allô? OK. Salut. OK, c'est ça, je disais, tout ce qui est, quand on est dans la montée, à ce niveau-là, on tombe vraiment en forêt profonde. Ça fait vraiment une sensation bizarre parce que pendant 3-4 jours, du drive, du sable partout, des roches. On traverse une grosse zone qui a passé au feu, qui avait pas été en 2019. Puis c'est là que, comme mon cerveau est comme redevenu, je me rappelle de cette section-là, je me rappelle de cette séance. Finalement, mon inconscient est comme revenu de 2019. Attends, Francis, je sais pas, t'as comme quitté pis t'es revenu, puis là on dirait que le son, il accroche beaucoup dans ton micro. Okay. Même quand tu te frottes les mains, on l'entend super bien. Attends, je vais essayer. Je sais pas qu'est-ce qui a changé quand t'es revenu, mais le son, il est comme devenu... Là? Ouais, ça semble mieux. OK. Ouais, je pense que c'est correct. OK, parfait. Bon, ce que je t'allais dire 2019. Ouais, c'est ça, je disais, versus 2019, là, j'avais comme je me rappelais qu'est-ce que ça avait de l'air tout d'un coup.
Et là, on arrive dans la section qu'est-ce qui s'appelle Porcupine Rim. Porcupine Rim, à Moab, c'est comme la section qui est... Parce que Moab, faut savoir, c'est aussi une ville qui est très... c'est la mecque du mountain bike là-bas, l'escalade, mountain bike. Puis c'est une section d'à peu près 30 km où c'est très, très... Ben, pour vélo de montagne, c'est parfait, mais pour nous, coureurs, c'est très, très technique. Ça descend continuellement downhill, mais tu le sens pas. T'es de deux côtés. T'as un côté, le Arches National Park, là, les fameuses arches qu'on voit tout le temps. T'as ça d'un côté, puis t'es très, très haut, fait que t'as une belle vue. L'autre bord, tu commences à voir la ville, la rivière Colorado, puis tu descends ça tout le long. Puis à ce moment-là, j'avais un pacer, comme que j'avais dit, là, il avait fait pile ou face, savoir qui courait avec qui, fait que j'avais mon pacer. Fait on a eu un bon rythme, puis ce qui était bien, c'est que j'avais vu je sortais d'une zone de montagne, mes jambes étaient hyper fraîches, relativement, là, quand on regarde la vitesse qu'on a faite la dernière section. On a quand même fait le dernier 60 km en 9 heures. C'est bon. Ouais, les jambes c'était downhill. C'est un downhill, pas un downhill que si tu vas downhill qui va faire mal, mais downhill que tu es capable de tenir. Tu sentiras pas que ça va frapper les quads. Ouais. Puis la moitié, c'était un dirt road. Dirt road sans roche, sans rien. Tu sais, un dirt road, là, parfait. Fait que c'était merveilleux. Jusqu'à temps qu'on arrive au top du rim. Le rim, il contourne Moab, contourne la Colorado River. Le paysage est sublime. Puis là, tu sens que tu arrives en ville parce que tu commences à voir les lumières. Tu arrives sur la piste cyclable, contourne le camping, puis là, tu sais que t'as fini. Quand t'es sur la piste cyclable, t'as fini parce qu'il reste 3 miles. C'est le fameux 243, là, le 3 points additionnel, là. C'est de l'asphalte, mais bon, tu sais que c'est ça. Rendu là, t'endures, puis tu te rends au finish line. Là. Ouais, beaucoup de gens que tu vois qui arrivent au finish line, ils ont plus de souliers parce que comme ils ont oublié la gestion de souliers ou ça fait trop mal, sont en bas. Fait que c'est vraiment... après ça, on arrive, puis on finit vraiment pas très longtemps. T'as la piste cyclable, tu passes en dessous du viaduc et finish line et enfin terminé. C'était quoi le sentiment? Tu sais, je pense que les lignes d'arrivée pour tout le monde, c'est un boost d'émotion, c'est un boost de fierté. Là, c'est une triple finish line, j'ai l'impression, parce que tu termines un projet qui s'étend sur 4 mois, 3 courses, 1050 km, 30 000 mètres de dénivelé, tu sais, c'est immense. Est-ce qu'il y avait un sentiment différent, cette ligne d'arrivée-là? Ce qui est drôle, c'est que pendant les 3 courses, je m'étais imaginé, tu sais, on a le temps de l'imaginer, de penser à un paquet d'affaires. Je m'étais imaginé plein de trucs, ben pas de trucs, tu sais, quand finir, mais tu sais, qu'est-ce que je pourrais avoir comme réflexion. Puis j'ai passé le finish, puis j'ai pas vraiment réalisé que ça se finissait. J'ai passé, puis ça a comme fait, c'est comme si les jambes m'avaient coupé. Je me suis comme laissé comme tomber, puis c'est comme par après que j'ai réalisé, OK, là, il est fini, il n'y a plus rien, puis je dis, OK, mais c'est fini, là. C'est quelque chose que je traînais depuis 2020. Oui, c'est ça. Qui venait de s'achever. Fait que là, dans ma tête, je me suis dit, là, il y a un vide, il n'y a rien. C'est vraiment fait, mais sur le moment de passer le finish, c'était, quel soulagement, j'ai réussi. Je me suis dit, ouais, je me suis dit, ça se fait pouvoir, peu importe le défi. Puis c'est comme que j'ai écrit à ma conjointe quand on descendait, parce qu'à un moment donné, on va commencer à avoir du signal, je me mets à y écrire. Puis là, j'écris, ouais, tu vois, le parcours m'a pas eu, j'ai réussi à le battre. C'était vraiment comme plein de trucs de même, parce que si je me ramène à la première année que je sentais que ça s'en allait off-rail, mais non, j'ai pas eu vraiment de comme pensée spécifique, malheureusement ou heureusement. Ça a été comme passe, puis ça a comme pris quelques secondes, minutes pour réaliser c'est fini, j'ai réussi, là, ça s'est fait. Puis maintenant, t'as eu un peu de recul, là, c'est pas un énorme recul. Comment t'analyses cet été-là? Comment tu le perçois? C'est quoi tes réflexions par rapport à ce que t'as accompli? Si je prends les 3 courses ensemble, je réalise que
Puis ça a probablement joué pour la raison pourquoi, quand je mets les 3, j'ai toujours dit que Bigfoot a été la moins agréable. Je pense sincèrement pourquoi je classe Bigfoot qui a été la moins agréable, c'est probablement parce que j'avais personne comme crew, pacer. Tao, j'ai eu les gens, mais j'aurais préféré les voir finir qu'ils viennent me pacer puis crew, là, mais ils ont joué ce rôle-là, puis ça a joué énormément, puis je leur en dois énormément à ces gens-là. La même chose à Moab. C'est vraiment de t'entourer de gens, là. J'ai vraiment vu la force d'une équipe qui était autour d'un coureur. J'ai toujours fait mes courses solo, et là, d'avoir fait 2 grosses courses puis d'en avoir, c'est merveilleux. Tu arrives au ravito puis tout est fait, là. T'as l'impression d'être une F1, là. Quand j'arrivais puis tout était fait, j'avais juste à absorber de la nourriture puis me remettre mon sac, me changer de vêtements, puis on était prêts à partir. On avait un turnaround de 20 minutes dans un ravito sur un 200 mètres, c'est rapide, là. Non, c'est ça. Puis tout le rapport, toute l'amitié qui a été mise dans ça, là, je pense que avec le recul, c'est ce que je retiens des 3. C'est celle qui avait pas ce volet-là. Est-ce qu'inconsciemment, ça fait que ça a été la course que j'ai moins aimée? Puis si j'avais eu l'équivalent, d'avoir une équipe de support, ça aurait-tu été une impression inverse? C'est ce que, à date, là, avec le recul, là, quand je regarde de haut les 3 courses, là, parce que, tu sais, oui, j'ai fait les distances, mais il y avait du monde qui ont poussé en arrière. Ouais, c'est ça. Ben, ça revient souvent à ça, notre sport, j'ai l'impression, l'aspect humain de la chose. Ouais. Ça revient tout le temps dans toutes les discussions que j'ai pu avoir, off ou on, par rapport au micro. Ça revient toujours à ça, les discussions qu'on a de l'expérience humaine qui vient autour, l'expérience un peu communautaire, puis faut pas que ça fasse de l'ombre à la performance sportive, mais je pense que tout ça se vit ensemble, puis un va un peu avec l'autre, puis comme tu dis, tu sais, si t'avais pas eu ta gang à Tao, que tu dis qu'ils t'ont sauvé ta course, est-ce que t'aurais poursuivi, est-ce que t'aurais eu ton Triple Crown et tout, c'est des questions hypothétiques, ça sert à rien de se les poser, mais ça demeure que ce support-là humain t'a amené à ces lignes d'arrivée-là aussi. Ouais, clairement, parce que inconsciemment, tu te dis, OK, ils sont là, ils sont sur place, ils ont mis du temps. Faut que ça soit vraiment grave pour que j'abandonne. Oui, c'est ça. Tu veux pas les décevoir. Ben, pas les décevoir, mais tu te dis, ces gens-là ont mis de leur temps, là, ils ont confiance en toi. Tu te dis, faut que ça soit vraiment une raison grave de santé ou blessure qui te fait vraiment plus avancer. Pas, j'ai une ampoule ou j'ai une crampe ou que ça frotte, mais Mais je pense que c'est vraiment ce que je retiens du 3. Pour le moment, là, une semaine après, peut-être. C'est ça, c'est encore frais en tête, là. Je retirerai probablement autre chose de tout ça, parce qu'il y a énormément retiré, là, parce que le nombre d'heures tout seul dans ma tête que j'ai eu pendant cette période-là. Ah, il y a ça. Mais en tout cas, félicitations, Francis. C'est vraiment, je sais pas comment, il y a pas de mots assez forts pour te féliciter puis de même après t'avoir entendu parler, de raconter ces récits-là, même pour être quelqu'un qui pratique ce sport-là, mais pas plus loin que le 100 000, je suis pas encore capable de m'imaginer. Tu sais, j'imagine l'état dans lequel on peut finir des courses de 100 km, de 100 000, puis tu te dis, on repart pour l'autre moitié. Puis c'est dur à comprendre, puis je pense que c'est ça qui fait la beauté et le mystère autour des courses de 200 000. Ben, 200 000, faut que tu le vois. Le premier 100 000, c'est un 100 000 comme on connaît. Puis l'autre 100 000, ça va juste être pas le fun. Faut le voir pas le fun, mais tu vas souffrir. C'est fou. Ça sera pas le corps, ça va être le mental qui va t'emmener, parce que, comme je disais au début, tu peux pas t'entraîner, pousser ton corps en entraînement si loin. Tu as une limite. L'humain a une capacité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont surhumains, comme on voit dans les temps, là, les 55 heures, 57 heures, je sais pas comment ils font, mais c'est pour le commun des mortels, t'as une limitation sur ton entraînement, puis si t'es capable de franchir 100 000 après ça, c'est t'alimenter, boire, puis je pense de dormir aux besoins, parce qu'il y en a qui s'entêtent à pas dormir, puis c'est probablement l'erreur de 2019 où j'étais pas capable de dormir, puis ça a fait en sorte que ça a été plus long. Là. Parce que dormir, c'est la clé. Ouais. Il y en a qui dorment des 3-4 heures, d'autres
tu couches à terre. Moi, je fais un mix des deux. Je dors soit au ravito ou je fais juste m'étendre avec une alarme sur mon téléphone, puis je repars après. Là. S'il y a des gens qui écoutent que t'as accroché avec le 200 000, on a parlé de plein de choses, des conseils de nutrition, d'équipement, mais ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se dit, bon, moi j'ai fait mon premier 100 000 cette année, l'an prochain j'aimerais viser un premier 200 000, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je dirais d'avoir confiance en soi, même si la distance peut faire peur, on s'entend. Surtout, les chiffres en kilomètres sont toujours plus gros, fait que ça peut porter à faire plus peur. Mais d'avoir vraiment confiance, parce que surtout les courses de Candice, ils ont il y a un cut-off qui est généreux, on s'entend, 2 miles à l'heure. Oui, ok, sur la dernière journée, ça peut être difficile, mais c'est réalisable. Je pense que son objectif dans ses courses, c'est de permettre aux gens de se dépasser, de réussir. C'est pas une race director qui est, moi, je veux avoir des gros temps, puis qu'il n'y ait pas beaucoup de finish, etc. C'est vraiment d'avoir confiance en soi, de pas sous-estimer la capacité qu'un coup qu'on est là-bas, d'avancer, de te coller sur un groupe. Des fois, ça fait, comme je disais plus tôt, ça l'aide énormément parce que tu parles, fait que ça garde le cerveau occupé. Parce que ça, c'est un des volets qui est important. Versus un 100 mètres, tu peux le faire lonely, tout seul pendant 30 heures. Mais 85 heures, tout seul dans ta tête, ça peut devenir long. Fait que c'est de garder ton cerveau occupé. Fait que d'être avec des gens, puis de parler, ça l'aide, là. Ça fait que ton cerveau, il pense pas que tu as mal à quelque part. C'est sûr, ça peut être nocif si tu te retrouves avec quelqu'un qui se plaint tout le long qu'il a mal, là. Ça, tu le drops, mais si tu te trouves avec un groupe qui a une bonne vibe, tu peux avoir des discussions, puis tu réalises, on est rendu à 50% de la distance, puis on l'a pas vu passer, là. Fait que ça peut être, je te dirais, c'est vraiment ça, là, qui peut peut-être être au début. Vraiment. Toi, dans les moments où tu croises pas de groupe, il faut que, justement, c'est long dans ta tête, est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te stimuler? As-tu des trucs qui se développent avec le temps? Moi, ça c'est peut-être mon petit côté de formation professionnelle, mais je fais des calculs. Je prends des chiffres qui se calculent mal et j'essaie de les multiplier ensemble. Mettons, je vais prendre 47 fois 83 puis je vais essayer de le solutionner mentalement. Ça peut être long, je suppose. Oui, c'est long parce que c'est ça. Je prends des chiffres qui se décomposent pas ensemble. Ouais. Puis j'ai multiplié parce que multiplication c'est plus difficile, fait que c'est ce que je fais. Écoute, c'est un bon truc. À l'épisode 114 avec Charlotte Levasseur-Paquin, on avait parlé des trucs qu'elle et moi, on avait chacun de part et d'autre, dans la fois dans des courses quand c'est long pour se stimuler le cerveau, mais c'était très géographique et imagé comme truc. J'aime le calcul. Il y a des gens pour qui ça va peut-être parler de essayons des multiplications difficiles. Mais je pense que toi, tu faisais tu prenais les lettres de l'alphabet, puis c'est les villes. Hein? Moi, je me rappelle. Exact. Les villes ou les États ou les provinces. Ben, province, le jeu est pas longtemps, mais je veux dire, de trouver des choses, des artistes, des chansons, mais chacun ses trucs. Mais j'aime ça, entendre le tien. C'est un très bon truc pour quelqu'un qui a des aptitudes mathématiques. Puis moi, même complètement réveillé, à jeun, les jambes fraîches, je suis pas sûr que je me rendrais quelque part avec ça. Oh, mais t'as assez longtemps. C'est ça, t'as du temps. On a parlé, on a frôlé le sujet, mais là, j'ai goût qu'on entre dans le crunchy des hallucinations. Qu'est-ce que t'as pu vivre, là? Ça fait 4 courses de 200 000 que tu complètes. Y a-t-il des choses qui se sont passées? Je suis curieux parce que je me suis jamais rendu à ce niveau-là, puis j'ai pas parlé beaucoup à des gens qui se sont rendus à ce niveau-là. Il y en a une qui est assez famous, que j'étais content de revoir que la roche, elle existait cette année. Ça m'a réconforté. En 2019, dans la section justement où je disais plutôt qu'il y avait les roches ou qu'il y avait des campements de Mormons, il y a une roche avec comme 2 arches. J'étais de nuit et tout d'un coup, je vois la lune qui commence à se balancer. La lune se balançait sur une chaise orange. Je me rappelle exactement, elle était dans une chaise orange et il y avait une glissade d'eau. Je sais pas qu'est-ce qu'une glissade d'eau faisait là. Et en bas, il y avait un gros camping. Je sais pas dans quel state of mind j'étais là. Probablement j'étais en mode vacances, été dans un camping. Et tout d'un coup, ça se met à sentir le steak. Le steak avec beaucoup d'épices là, qui cuit sur le barbecue.
j'ai halluciné des gens qui cuisinaient du steak, mais j'ai eu une hallucination olfactive. Alors, j'arrive au ravito d'après, je disais, il y a des gens qui sont parce que les roches sont les gros monuments, les grosses roches dans le désert de Moab ont des noms. Fait que je dis, celle-là, je me rappelle plus le nom. Je dis, il y a quelqu'un, la lune est en train de se balancer, est en train d'éclairer des gens qui sont en train de faire cuire des steaks, puis ça sent ça traîne, puis ça va donner faim, puis tout le monde va arriver ici, puis ils vont vouloir manger. Et là, voir la face, le visage des bénévoles, ils m'ont dit, OK, il est peut-être temps que tu dormes ici. Ça, je te dirais, ça a été une des plus grosses hallucinations. C'est complexe, là. Il y a beaucoup de choses. Il y a un scénario. Écoute, c'est pas juste un clin d'œil, là. Non, ça bougeait de partout, là. C'était hallucinant. Puis cette année, il y a un de mes amis, tu sais, une balle orange une balle jaune que tu peux écraser pour déstresser, Happy Face. Ouais. J'arrive dans la section. Il me l'avait montré au début de la course. Je pense qu'il vend même qu'il lançait ça à tout le monde avant la course. Bref, une balle qui s'écrase. J'arrive dans la section quand je disais qu'on arrive en forêt puis toutes les feuilles étaient jaunes au sol. Tout d'un coup, je vois tout ça se lever. Ça levait dans les airs puis c'était toutes des Happy Face, des petites feuilles jaunes qui se transformaient en balles Happy Face puis il s'ouvrait la bouche puis c'était... Mais quand ça arrive, tu sens vraiment que au début, certaines hallucinations, tu sais, les gens peuvent peut-être dire ça fait peur, mais tu sais, faut que tu viennes à dire c'est normal, c'est le cerveau, là, il y a rien de dangereux tant que tu es en contrôle, mais ça a été mes deux. Sinon, j'ai comme toi là, je vois des animaux, les branches cassées, c'est des bouches d'animaux, mais j'ai jamais vu un beluga par contre. Écoute, chacun ses affaires, mais ça, c'est le scénario complet du barbecue avec la lune qui se balance, c'est quelque chose. Ça montre à quel point le cerveau, c'est fort aussi, même quand en pleine carence, il crée quelque chose. Ça arrive dans un état. Je serais curieux que quelqu'un, quelque part, décide de faire une étude pour essayer de voir comment qu'il se passe. Est-ce qu'on laisse du monde partir sur des 200 mètres avec des capteurs sur leur cerveau, mais est-ce que c'est de l'activité cérébrale qui peut se comparer à des gens qui vont faire des drogues hallucinogènes, du LSD ou peu importe, mais ça reste que c'est le même genre de monde qui se crée, c'est notre cerveau qui simule tout ça, mais c'est vraiment intéressant, il y a de quoi à creuser là, mais après ça, qui sait qui va être prêt à aller faire un 240 000 avec des capteurs sur le cerveau pour comprendre ça? Mais ça serait intéressant de voir le parallèle parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui se ressemblent quand même, c'est des créations du cerveau. Hein. Puis clairement, j'étais content de croiser cette roche-là parce que je me rappelais cette hallucination-là de la roche. Mais on courait, ça s'appelle Road 46, le ravito, puis on se rapprochait de plus en plus, puis je voyais la route au loin, je disais, j'ai pas croisé la roche encore, j'ai-tu été jusqu'au point d'avoir halluciné la roche? À un moment donné, on tourne puis on la voit, là, ça me dit, ok, j'étais pas si fou dans mon, semi-fou, là, mais je veux dire, au moins, il y avait une roche, là, il y avait au moins une base là-dedans, tu sais, la balançoire était pas là, mais la roche était là. Non, la lune se balançait clairement pas, là. Avant qu'on passe au bloc final, qui est les questions avec l'arnaque, j'ai envie de te demander, c'est quoi la prochaine patente? Parce que là, tu viens de te lancer sur plein de défis. Ça fait relativement pas si longtemps que tu es dans le monde de la course, puis pourtant, tu as accompli beaucoup. Post Triple Crown of 200, qu'est-ce qui est à l'horaire pour toi l'an prochain? Il y en a deux. Il y en a une que ma conjointe ne sait pas, mais bon, tant pis. Cocodona. La course que Stéphanie Simpson m'avait racontée un peu plus tôt cette année. Ouais, c'est celle qui me manque. Alors, j'ai celle-là. Et j'ai Ouray. Qui est un 100 000. Ouais, 100 000 en juillet, qui est comme 4 books. C'est un des 100 000 supposément assez difficile. C'est 4 books. Je pense que le quota fait 50 ou 60 heures dans ces eaux-là. J'ai vu aussi que Ouray, c'est une des stations sur la Hard Rock, fait qu'on est sur ce parcours-là dans les montagnes du Colorado, les Rocheuses, mais j'ai vu que c'était un 160 km, mais avec 12 800 mètres de dénivelé. Ouais. Hard Rock est extrêmement difficile, c'est un 160 avec 10 000. Là, on vient de rajouter un 2800 mètres sur un parcours sensiblement à la même longueur, c'est assez extrême. Ouais. Il y a ça, je suis sur la waitlist de Hurt. Je suis 12e, mais bon, ça... Okay. Ça, c'est en janvier à Hawaï, c'est ça? Ouais, ça m'arrangerait de pas passer parce que
Mais bon, si ça arrive, si mon nom sort, j'irai. Et un Big Wolf que j'attends le hockey du Grand Manitou. J'aime ça. Écoute, une belle saison qui s'en vient. Ouais. T'as-tu des courses bucket list au-delà de ce qui est prévu l'an prochain, des courses que tu te dis à un moment donné, une fois, ça va arriver? Ouray, ça l'est. Ouais? Ouais, Ouray, ça l'est. Je m'étais dit, Ouray. Okay. J'ai les classiques comme tout le monde a, le hard rock, western, mais t'as zéro contrôle sur que tu peux être admis, là, c'est de la chance, c'est le nombre d'étiquettes. Puis aussi, l'année prochaine, j'ai quelques amis qui vont faire Tao, Bigfoot ou moi, fait que l'année prochaine, je vais pacer et crouer, je vais voir l'autre côté de tu vas faire bénéficier ton expérience à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Je me dis, j'ai reçu de l'aide, c'est à moi de redonner l'expérience. Après 4, je peux probablement aider plusieurs. Ben écoute, c'est la meilleure réaction à avoir, je pense, dans notre sport. À petite échelle, on peut toujours, dans notre saison, se placer des courses qu'on veut courir, puis des courses ou des événements où on veut aller donner du temps, pacer, courir, peu importe. Je pense que ça fait partie du fun de notre sport. Puis c'est un penchant qui est aussi le fun que courir. Tu sais. Fait moins mal des fois, mais qui amène d'autres sortes de défis. Hein. Ouais, de voir l'autre côté, voir ton coureur complètement amoché arriver. C'est une perspective. Puis pas juste ton coureur, voir les autres coureurs arriver, comment ça fonctionne. Puis je pense que tu peux apprendre. Tout à fait. Voir comment que quand on arrive au ravito, on est focus sur soi-même, mais là, t'es complètement fresh, tu regardes comment que les autres, qu'est-ce qu'ils font. Je pense qu'il y a un apprentissage qui peut être fait. Ouais. Là, c'est peut-être pas un apprentissage qu'on pense tout le temps à faire, mais la gestion de ravito des autres, on peut s'inspirer de ça puis voir des choses qu'on pensait pas faire. Là. C'est ça, clairement. C'est là que beaucoup, tu sais, on s'entend, on perd beaucoup de temps des fois au ravito, puis c'est puis de repartir, plus tu restes au ravito, plus t'es raqué, plus c'est dur. Surtout de 200 mètres, là, le premier kilomètre, les pieds font, c'est comme des couteaux, là, ça fait mal. Mais bon. À un moment donné, ça se replace. Ouais, c'est ça. Tu prends ton rythme, mais le premier kilomètre, là, c'est pénible. Aïe, aïe, aïe. On arrive à la portion des questions. Éclair NAC, 10 questions à répondre le plus vite qu'on peut. C'est Yvan Leroux que tu connais qui a le record en 10 secondes, mais à sa défense, c'était en vrai. C'était en face à face. Il y a un petit délai des fois avec la distance, mais c'est 10 questions qui permettent d'apprendre un peu à te connaître tout ça à travers tout ça. Puis moi, mon but, c'est de vous trouver des cols, des questions qui vont être tough à répondre. Fait que tu me dis quand t'es prêt, je pars le chrono, puis on y va. OK, go. Route ou trail? Trail. 100 000 ou 200 000? 200. Sucré ou salé? Sucré. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Question NAC, chocolat ou sirop d'érable? Chocolat. Sucre ou casquette? Casquette. Monter ou descendre? Descente. IPA ou double à pied? Double. Tao ou Bigfoot? Tao. Bigfoot ou Moab? Moab. Oh, 16 secondes, Francis, c'est très, très, très fort. On dirait que le petit délai qu'on avait avec la connexion Wi-Fi pendant l'entrevue, c'est estompé pour les questions éclairs, puis t'as pu nous faire une bonne performance. J'ai pu la twist de plugger 2 fois Bigfoot. C'était même pas voulu, je savais pas à quel point t'avais eu de la misère avec cette course-là, mais je voulais voir. Fait qu'au final, là, j'ai dit Tao ou Bigfoot, t'as dit Tao. Bigfoot ou Moab, t'as dit Moab. Tao ou Moab? Moab, parce que tout a commencé là. Puis c'est là que si j'en ai à retourner un autre, ça va être là. Ouais, ben, merci beaucoup, Francis, de ton temps. Ça a été extrêmement intéressant, enrichissant. Je le répète encore, je t'envoie des fleurs, mais t'as accompli quelque chose qui exceptionnel, c'est pas le bon terme. Je sais pas comment dire. C'est immense ce que t'as fait. Puis j'espère que avec les prochaines semaines, les prochains mois, tu vas let that sink in. Ça va redescendre. Tu vas comprendre un peu ce que t'as accompli. Mais c'est vraiment vraiment intriguant ce Triple Crown of 200s là. Puis c'est vraiment impressionnant de voir quelqu'un de comprendre un peu de l'intérieur comment ça a pu se passer. C'est vraiment une discussion que j'ai beaucoup appréciée, puis je te remercie d'être venu partager ça à quelques jours à peine après être revenu au Québec. Ouais, ça fait plaisir. Puis comme je dis, oui, c'est moi qui ai fait la distance, là, mais il y a énormément de gens qui ont aidé. Là, c'est pas un projet que tu dis que je fais, tu y vas tout seul. Peut-être ça se fait, là, mais éventuellement. Ça aide un peu. J'ai pas tout fait la liste dans ma tête de toutes les gens qui ont apporté, là, mais la liste est longue. Ah ouais, clairement. C'est plus que les 2 mains.
Fait que je sais pas s'il y a des gens qui vont avoir entendu que ça va avoir semé une graine. Il y en a peut-être d'autres qui se demandaient si je le fais ou pas, puis là ça va les avoir encouragés ou découragés. Mais je trouve que t'as peinturé un tableau qui réaliste, clair, honnête, qui donne le goût, mais qui aussi met un peu en garde si les gens ont un peu d'hésitation. Fait que je pense que ça sera un épisode qui pourra servir à convaincre ou pas des gens de se lancer dans cette belle folie-là que sont les 200 000. Francis, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Pareillement, merci Alex. Comme d'habitude, je termine en remerciant mes partenaires, Noctem, qui m'a offert aujourd'hui une Pacha Kamak, qui était une double IPA, une excellente bière. Si vous passez par Québec, arrêtez par leur microbrasserie dans le Vieux-Québec, en Basse-Ville. Et bien sûr, Capic 1, qui est mon partenaire de café. Merci aussi à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Et à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.